Et bonjour, bienvenue dans On n'est pas filmé, l'émission cinéma. Merci. L'émission cinéma de Station B et du Cinéma Luxe, évidemment en partenariat avec d'autres cinémas, on l'espère. On vous appelle tous les jours, tous les cinémas de Caen, je ne cite personne. S'il vous plaît, prenez-nous un jour ou l'autre. On a absolument besoin de vous. Mais évidemment, nous avons aussi une belle table aujourd'hui pour, je pense que vous l'avez vu, pour les films de l'année 2024. On va faire un petit récap. Alors, des tops principalement, mais aussi évidemment des petites découvertes qu'on a envie de vous exploiter un petit peu ici, de vous présenter. On a aussi un petit flop. Et oui, évidemment, on sait que vous aimez bien cliquer sur ce genre d'interaction dès que ça parle un petit peu mal. On a une star d'ailleurs aujourd'hui qui a fait réagir par rapport à sa réaction sur un film de Ridley Scott. Nous avons Florian. Bonjour Florian. Incroyable, la star. Merci. Ça va Florian ? Merci. Oui, ça va très bien. Officiellement la star dont n'est pas filmé. Prêt à remettre les pieds dans le plat. Oui, de refaire encore une fois un audimat impossible quoi. T'es le chouchou, les auditeurs l'ont dit. On va espérer. T'es le chouchou. Alors évidemment il y a eu des réactions dithyrambiques aussi, puisque des personnes ont dit que voilà, tu comparais apparemment un petit peu trop à Nolan, donc arrête de parler de Nolan s'il te plaît. Oui, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, en plus ceux qui me connaissent le savent. Donc, tu l'affectionnes même tout particulièrement, donc s'il te plaît, voilà, t'es une star, donc essaye de rester une star s'il te plaît pour On n'est pas filmé. On a Aline aussi. Bonjour Aline. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, c'est un honneur d'être ici, donc merci beaucoup. C'est un honneur aussi de t'avoir, future star pour le coup. Exactement, ouais. D'ailleurs, tu as sorti un tube il y a pas longtemps, de ce que j'ai entendu, vraiment très 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 bien. C'est ça, exactement. Donc mais on dirait pas, j'ai le secret professionnel, ouais. Voilà, ça va sortir dans quelques mois. Ouais. Sabrina Carpenter peut se rhabiller, on peut le dire. Oui, c'est déjà fait. Oui. Après Expresso, donc attention, on peut le teaser aujourd'hui. Bien sûr. Tiramisu, voilà, incroyable. Merci. Ça me touche. Ça va être incroyable. Franchement, ça va être le tube de l'été. Donc, n'oubliez pas Aline Sama, que tu veux t'appeler. Exactement. Oui, voilà, c'est ça. Un peu en référence à Aya Nakamura, qui aimait bien justement les noms japonais. Nickel. Dans Heroes. Toi, t'as voulu t'appeler Aline Sama. C'est exactement ça. J'ai aucun secret pour toi. Ouais. Non, oui, évidemment. Donc, on a très hâte justement de ce tiramisu. Bien sûr. Ça va être évidemment choquant et ça va bouleverser l'industrie musicale. On a Lily en parlant de choquer un petit peu, évidemment. Comment vas-tu, Lily ? Mais ça va super. T'as choqué des enfants sur des émissions, les films d'animation par exemple. Bah oui, non mais c'est vrai. Ouais, t'as eu des retours quand même assez négatifs là-dessus. Bah oui, tu t'en sors quand même. Vrai. Mais je m'en sors, mais durement. Ouais. Tu remontes la pente quand même. C'est pour ça que t'es là. Doucement mais sûrement. Oui, donc là t'as décidé de pas choquer les enfants, donc non, pas de gros mots, pas de N-word. Promis. Cette fois-ci, s'il te plaît. Quand même, on sait qu'avec Emma là-dessus, vous êtes un peu limite. Cette fois-ci, doucement quand même. J'irai doucement. D'accord. On n'oublie pas évidemment tes liens familiaux avec les Le Pen. Nous avons aussi Joshua. Comment vas-tu, Joshua ? Merci beaucoup, ça va. Ça va ? Super. Bon, moi ça va pas trop depuis que t'es là. Ah sympa. Tu le sais bien, de toute façon là-dessus je ne me cache pas. Mais t'inquiète pas, c'est réciproque. C'est une haine réciproque entre toi et moi, c'est beau. Oui, c'est beau. Enfin, pas toi, mais... Toi t'es moche. Je l'ai dit avant. C'est celui qui dit qui est. Miroir. Bien joué, très très fort. Évidemment, alors, on n'a pas Lenny autour de la table, c'est la première fois que depuis un certain moment nous n'avons pas Lenny. Il est là, apparemment, alors, de ce qu'il nous a dit, et là je suis un petit peu choqué et interlopé parce que là il va un peu trop loin dans son délire et c'est là où vraiment je pense qu'il a besoin d'une aide médicale. Lenny dit qu'on est encore une fois filmé et qu'on a besoin d'une technique pour les caméras. Alors que l'émission, encore une fois, s'il vous plaît, alors juste, on peut le dire tous ensemble, s'il vous plaît, l'émission c'est « On n'est pas filmé ». Lenny, je ne comprends pas. Vraiment, là, les caméras, encore une fois, je n'en vois aucune. Vraiment, je dis aucunement bonjour à des caméras, là. Vraiment, c'est pas des caméras, ça. C'est du décor. Il comprend rien, le pauvre. Vraiment, il est dans sa petite bulle. C'est dommage, mon petit loulou. Bon, bref, on va passer tout de suite au top et on va passer après au flop. Mais Lenny, tu fais partie déjà de mes flops. Cet entretien sera intégralement pas filmé.
Alors, avant de commencer ce top, justement, on voulait un petit peu vous proposer des découvertes, des mentions spéciales, c'est-à-dire des films qui ne sont pas véritablement dans le top On n'est pas filmé. Ils vont être présentés par chaque chroniqueur, donc c'est un peu plus personnel cette fois-ci. Donc, et après, on va passer tranquillement justement sur ce top 5 dont On n'est pas filmé. On va débattre autour de certains films qui nous ont marqués, et même plus que cela, qui ont marqué l'année 2024, puisque, alors on vous propose une petite surprise qui arrive dans quelques minutes. Je ne dirai rien, mais voilà, une interview d'une personne qui a participé au film le plus marquant de 2024 en France. Attention, petit indice à la maison évidemment. Lily, alors quelle est ta mention spéciale pour 2024 ? Alors moi, c'est l'histoire de Souleyman de Boris Lojkin. Finalement, je m'arrête pas de parler de choses dramatiques. C'est assez fou. Elle ne choque pas les enfants, c'est tout. Donc en fait, l'histoire de Souleyman, c'est l'histoire de Souleyman. On suit un livreur de repas à vélo qui sillonne les rues de Paris et qui répète inlassablement son histoire. En fait, on le suit pendant les 2 jours qui précèdent sa demande d'asile à l'OFPRA et son entretien. Et voilà, et donc dès les premières minutes du film, on est plongé dans un compte à rebours. C'est-à-dire les 2 jours qui précèdent cette demande et où il prépare et où il espère un avenir en France. Boris Lojkin, du coup, le réalisateur, a choisi Abou Sangaré pour incarner le rôle de Souleyman. Et c'est ce choix qui est vraiment au cœur de l'authenticité du film, moi j'ai trouvé, parce que Sangaré est réellement un immigré de Guinée, qui est venu clandestinement à l'âge de 16 ans et qui aujourd'hui est encore en demande d'asile. Il s'est vu refuser 3 fois sa demande d'asile, même après la sortie du film, etc. Et donc en fait son jeu est rempli de justesse et en fait tout le casting est fait avec des non-professionnels du cinéma, c'est un casting sauvage et tous ont eu un rôle qui était proche de leur réalité, donc c'est très authentique et ça rend le film quasi documentaire alors que c'est une fiction. Donc voilà, le réalisateur a également fait le choix de dépouiller le film vraiment de tout artifice. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de fioritures scénaristiques. C'est vraiment, ça ancre définitivement dans le réel. L'image est brute. C'est vraiment brut, on est en pleine ville de Paris, le son c'est les klaxons, les passagers, les bruits de métro, enfin il n'y a rien de plus réel dans l'image et dans le son. Et en fait le choix narratif est à mon sens particulièrement pertinent parce que en prenant l'histoire d'un livreur, le réalisateur nous a ramené aux silhouettes que nous on croise tous les jours. Sans vraiment jamais s'attarder dessus, qu'on remarque jamais vraiment. Et en fait, ici, il nous propose de passer 1h30 avec l'un d'entre eux, Souleyman, ce qui vient nous interroger sur le nombre, en réalité, d'histoires qui se cachent derrière celle de Souleyman. Ça m'a vraiment touchée. Et en plus, le film en soi n'est pas forcément novateur dans le terme qu'il aborde. Il y a eu plein d'auteurs et de réalisateurs qui ont déjà abordé cette thématique. Mais ce qui est vraiment frappant, je trouve, dans l'histoire de Souleyman, c'est que le réalisateur pose juste un constat. Il n'interprète pas l'histoire. Et en fait, j'ai été particulièrement touchée par cette manière dont le film laisse parler la réalité. En se débarrassant de toutes les fioritures interprétatives scénaristiques, en fait, le réalisateur, il a complètement laissé l'émotion brute de l'humanité, quoi. Et le scénario impose aucun message, juste la réalité parle d'elle-même, quoi. Et ça m'a vraiment particulièrement touchée. Pour une mention spéciale, on est limite sur un top 1 tellement tu le présentes présentes bien. Vraiment, là, franchement, franchement, moi, c'est mon film préféré de l'année. Bah oui, c'est pour ça que d'ailleurs, tu as commandé Deliveroo juste après. Juste après, oui, en sortant. Ah oui, ça t'a tellement touché. Ça donne envie. Oui, t'avais faim tout le long du film. C'est une ironie, évidemment. Merci beaucoup pour ta mention spéciale qui était excellemment bien présenté. On a Joshua qui va faire tout l'inverse cette fois-ci. Alors vas-y, ta mention spéciale. Alors moi, ma mention spéciale, c'est un film qui est passé totalement inaperçu. C'est un film en rotoscopie et c'était du duo qui avait fait La Passion Van Gogh. Si vous voyez pas ce que c'est que la rotoscopie, c'est des gens qui disent faire un film c'est beaucoup trop simple. Alors on filme normalement et chaque image est comme un calque qu'ils viennent peindre. Et du coup c'est une technique qu'ils avaient fait complètement folle et là ils ont, au lieu de s'inspirer de Vincent Van Gogh, ils se sont inspirés d'un artiste polonais
qui s'appelle, je retrouve mes notes parce que c'est Vas-y, pas vas-y. facile à dire, Ah non, Joseph Chelomsky, très bien. qui sont des natures de campagne polonaise. Et là où leur premier film, La Passion Van Gogh, était un film narrativement un peu vide, là ils ont essayé d'adapter un classique de la littérature polonaise qui s'appelle Les Paysans. Pourquoi tu... Non, c'est les noms polonais. Ah oui, ok. S'il y a des poneys qui écoutent, Alors s'il y a excusez-moi. des poneys qui écoutent... Des poneys, des poneys Excuse-moi, polonais parce qui qu'il y a des écoutent. poneys qui nous écoutent et justement ils seraient choqués par tes propos, donc n'y va pas trop D'accord. sur ce chemin. Vladislav Remont, Très bien. prix Nobel de littérature 1924, Oh. qui est adapté. Et c'est incroyable, vraiment. Cette fois-ci, l'artistique est vraiment au service de la narration. Et la musique est complètement folle. Et elle est faite par un mec qui s'appelle Luc L.U.C. avec le morceau Autumn Dance, qui est la musique du mariage, qui est dingo. J'ai pas arrêté de la réécouter pendant toute l'année. Le film est sorti complètement inaperçu. C'est vraiment un film sur une campagne polonaise à la fin du 19e siècle, avec un amour forcé et autres. Mais vraiment, rattraper ce film, c'est super. C'est le plus beau film artistique de l'année, c'est dingo. Bon, en fin de compte, j'ai mal parlé. Au contraire, encore une fois, un film mention spéciale qui peut limite être un top 1. C'est mon top par moi. Ah bah voilà, comme ça c'est fait. Alors Aline, quel est ton top 1 ? Du coup, j'imagine que les mentions spéciales, c'est les top 1 de chacun. Là, cette fois-ci, non, cette fois-ci, c'est pas vraiment un top 1, c'est ta mention spéciale, on est d'accord ? C'est ça, c'est Ok. un coup de cœur. Ok, voilà. Au Mais moins c'est- une personne qui a compris le principe. Exactement. Merci. Ouais, bah c'est mon gros cerveau, ça. Oui, bravo. Non, en fait, c'est comme mon tube, c'est assez avant-gardiste parce que le film dont je vais parler, il n'est pas encore sorti en France. J'ai eu l'occasion de le découvrir à Dinard, au Festival du film britannique et irlandais. Important pour la suite, puisqu'en fait, il s'agit du film Kneecap, qui est donc un biopic sur le groupe du même nom. Donc, on est sur 3 Irlandais qui forment un groupe de hip-hop, rock assez novateur et assez engagé, enfin très engagé même. Et ce que j'ai adoré, c'est très simplement, si vous avez aimé, ou vu surtout, mais aimé 8 Miles, donc sur Eminem, pour si jamais celles et ceux qui ne l'ont pas vu, vous allez adorer Kneecap parce qu'en fait, c'est un biopic joué par les acteurs qui incarnent leur propre rôle. Et ce que j'ai vraiment préféré, c'est la mise en scène, parce qu'on est vraiment sur une démarche artistique de leur part qui est très poussée, donc engagée, folklore. On est sur un processus créatif en parallèle de drogue, d'alcool. Donc c'est bien représenté dans le film, mais pas de façon péjorative. C'est pour ça que j'ai bien aimé, parce que le surplus et façon grossière, ça me plaît pas. Là, c'est vraiment très intéressant, et surtout, ils s'attaquent aussi à des sujets au-delà de leur musique et de leur processus. Voilà comment ils sont venus à créer le groupe. Ils évoquent des conflits géopolitiques de l'Irlande, et notamment l'espèce de bras de fer qu'il y a entre l'Angleterre, enfin la langue anglaise et la langue irlandaise, sur le fait que justement, on pourrait garder l'anglais comme langue universelle chez eux, mais non, ils se battent pour garder l'irlandais et d'où ça vient, donc on en apprend beaucoup là-dessus. Je ne vais pas trop en dire, parce que le but c'est d'aller le voir. Il sort en France en février 2025, je dirais le 18, mais à vérifier. Et vraiment, si ça vous intéresse de comprendre comment est né le groupe, pourquoi ils sont très engagés, mais vraiment dans tous les conflits même actuels, il faut aller le voir. Voilà. Très bien. Bon, pour le coup, une mention spéciale qui, en fin de compte, est une découverte pour 2025. Oui. Coup de cœur du festival de Dinard. Aline, vraiment avant-gardiste. N'oubliez pas Bien Aline, vraiment. Là, Restez et connectés. Aline Sama, on n'oublie pas vraiment. Là, pour le coup, je pense qu'on va entendre beaucoup parler d'Aline, puisque à mon avis, c'est voilà, tu l'as très vite calculé. J'imagine que c'est l'Oscar du meilleur film pour l'année 2026, au vu de tes connaissances. Et on a notre star, en parlant d'Oscar quand même, qui va nous présenter sa mention spéciale. Alors là, on se doute que ça va recevoir 10 000 prix. Alors Florian, quelle est ta mention spéciale ? Alors c'est pareil, c'est pas mon top 1, parce que mon top 1 c'est The Substance, donc on en parlera plus tard. Mais c'est pas possible. Bon, je sais pas, on verra. Non, mais ça y est, depuis que t'es une star, Bon. ça y est, vraiment, tu divulgaches. Bon, désolé. C'est pas grave, Ouais. c'est pas grave, Florian. Comment C'est pas grave. On va refaire un J'essaierai petit de me topo. faire pardonner, mais je ferai plus d'audience, promis. Je vois les agents là qui me Promis. regardent mal. Qu'est-ce que j'ai pas fait ? Ouais. Bon, excuse-moi. Non, mais j'ai décidé de parler de Sauvage de Claude Barras, qui était un film d'animation qui est sorti il y a 2 à 3 mois,
donc qui est le nouveau film. Donc c'est le réalisateur de Ma vie de courgette, et je suis pas sûr. Je sais pas du tout si le film a eu du succès ou pas. J'ai l'impression qu'il est sorti de façon un peu inaperçue. Alors il n'a pas eu du succès au niveau du box-office, mais par contre critique plutôt. Critique, oui, c'est pas étonnant du coup pour moi parce que donc c'est un film très simple. Donc dans le fond thématique comme dramatique, c'est le récit d'une jeune adolescente qui est descendante d'une tribu à Bornéo et qui se retrouve confrontée à la déforestation, donc dans tout ce qu'elle a de plus détestable et d'inhumain. Comme dans une vie courgette, en fait, c'est un récit initiatique, c'est-à-dire que c'est une jeune fille donc qui va se découvrir, qui va découvrir un peu ses racines, ses ancêtres, ceux qui ont fait sa famille, leurs histoires, etc. Et le but du film, en fait, ça va pas tellement être de juste faire un récit initiatique sur qu'est-ce qu'elle va devenir et tout, mais plutôt où est-ce qu'elle va aller avec le passif qu'elle a, en fait. C'est le but du film, en fait, j'ai l'impression, en tout cas, de la part de Claude Barras, c'est de peu importe d'où on vient, peu importe ce qu'on a fait dans le passé, en fait, ce qui importe, c'est où on va, ce qu'on va faire avec ça et ce qu'on compte faire dans le futur. Donc c'est un film extrêmement positif. Au départ, ça paraît très cynique puisque ça démarre de façon très très dramatique avec des soldats qui tuent des animaux de sang-froid, etc. Enfin bref, c'est très très sombre au début. Et puis au final, en fait, plus on avance dans le film, plus chaque membre de la famille en fait et du groupe qui se compose à l'écran va, peu importe leurs différences et leur éloignement, ils vont finir par s'unir en fait et se mettre ensemble pour essayer de sauver la forêt qui leur tient tant en fait, tout simplement. Et en fait, le film va passer d'une colère qui était très latente, quelque chose de très ténu en fait, où tout le monde parle de façon, les gens se disent pas vraiment ce qu'ils pensent, à quelque chose de très punk, beaucoup plus direct, où en fait, on va aller jusque dans la résistance et dans le côté destruction de biens, etc., pour défendre et prendre sa revanche sur ceux qui écrasent tout, qui détruisent tout au nom du racisme, de la domination des blancs, etc., etc. Donc c'est vraiment un film extrêmement beau. Déjà plastiquement, c'est vraiment très réussi parce que il refait les mêmes procédés techniques que le précédent film, mais en plus le scénario c'est vraiment un moteur d'espoir, quelque chose d'extrêmement beau. C'est un des plus beaux films de l'année, je pense, et surtout il est accessible à tous les âges. C'est-à-dire que vraiment tout le monde peut le voir et après en discuter, etc. Et je me rappelle que ils avaient fait tout un dossier de presse où en fait ils avaient fait tout un parcours où les gens pouvaient découvrir qui sont la tribu, etc. pour en fait un côté éducatif, en parler avec les enfants, etc. C'était vraiment très bien fait. Puis en plus ça a été présenté au Café des Images où il me semble qu'il y a eu une danse représentée en direct devant tout le monde par une personne je sais pas, non j'y étais pas parce que j'ai pas eu la chance, je l'ai vu en lien envoyé par le distributeur. Donc je l'ai pas vu au cinéma, malheureusement. Je pense que ça aurait été encore plus beau à voir. Mais il y avait vraiment un effort de fait vraiment sur le côté éducatif et rapport à l'image et rapport à l'actualité, à l'éducation. C'était vraiment très très bien fait. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup pour vos mentions spéciales. Alors de ce que j'ai compris, alors oui, Marion. Oui, t'as oublié de dire bonjour à la régie. Ah oui, c'est vrai. Bonjour la régie, comment ça va la régie Oui, bah attends, alors je vais le refaire, attends, excuse-moi. Bonjour la régie, comment allez-vous? J'en ai rien à foutre de toi, là. On se sent délaissé. Ah bah oui, preuve en est. Non, commencez pas à faire les pleurs, s'il vous plaît. Marion, alors tu voulais quand même intervenir de ce que j'ai compris? Oui, t'as demandé à tout le monde quelle était leur mention et tout. Est-ce que toi, t'as un top 5 ou quelque chose comme ça? En tant que présentateur? Ouais. Ah oui, bah, j'ai fait mon top. Alors, mon top, évidemment. Donc déjà, on a Aline, hein, évidemment. On a Seb, mon gros chouchou. On a Florian. Et alors, mon flop, parce que je pense qu'on allait arriver à ça, Joshua, évidemment, ça, tu t'étonnes pas. Lenny et Raph. Ah oui, comme d'habitude. Voilà. Donc ça c'est mon top et mon flop. Je pense que c'est vraiment ce que attendaient en soi les gens. Oui Raph, je t'entends derrière, tu t'es pas obligé de râler quand même, hein. Tu te doutais quand même de cette haine. Alors il y a un autre flop, évidemment, on a notre flop, on n'est pas filmé, alors on va pas épiloguer dessus puisqu'il ne mérite pas plus. C'était Deadpool versus Wolverine. Quelqu'un veut faire un commentaire sur ce film? Lily? Deadpool. Voilà. Juste. D'accord. Bah oui, c'est tout. Joshua, un autre. Tu peux faire la suite. Hein. Deadpool, parce que c'est une énorme merde. Oh, Deadpool. Alors toi, t'es vraiment les petits jeux de mots, tout ça. Marion? Moi, je suis toujours Team Wolverine, hein, j'avoue. Ah,
Non, alors, premier degré, non, nous, c'est un flop. Hein. T'es pas obligé de répondre premier degré comme si mais même si c'est un flop, Wolverine, il se laisse regarder, hein, c'est tout. Oh là là, oui. Toi, on sait pourquoi t'es allé voir le film. Oui. Ouais. C'est pour, évidemment, le casting de Deadpool. Florian, un petit commentaire. Je dirais que très léger. Quand on a vu Free Guy, c'était Sean Levy, hein, c'est ça ? Oui. Ouais, quand on a vu Free Guy, j'ai même pas envie de voir Deadpool et Wolverine. Ah, bon, comme ça, c'est un flop de j'ai même pas vu. Bon. Et là, la surprise arrive, et nous avons une interview très importante d'une personne qu'on apprécie véritablement, nous, au cinéma de luxe en soi, puisque c'est pas la première intervention qu'il nous donne. Donc, un film de l'année, je pense que vous voyez très bien en termes de comédie française, c'était un petit truc en plus qui a quand même frôlé les 11 millions d'entrées en France. Et on a l'interview en soi du co-scénariste d'un petit truc en plus, Milan Mauger. Et merci Benjamin. Effectivement, aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer le co-scénariste de l'un des films les plus marquants de cette année. Milan, bonjour. Ravi de te recevoir dans On n'est pas filmé. Bonjour. Je suis content de participer à l'émission. C'est un peu... j'écoute tous les jours. Non, je sais pas. Moi, je connaissais pas, mais je suis ravi. J'allais au luxe quand j'habitais à Caen. Donc pour moi, voilà, ça faisait partie de mes cinémas quand j'habitais à Caen. J'ai passé des films un peu arrêtés. Eh ben écoute, on espère que tu écouteras maintenant tous les jours l'émission, maintenant que tu sais qu'elle existe. Alors, Milan, tu es l'un des scénaristes de Un petit truc en plus. Bon, les chiffres, tout le monde les a vus, hein, mais je vais quand même les rappeler. Un petit truc en plus, c'est 10,8 millions d'entrées, un chiffre colossal. Ça le positionne à la 9e place des plus grands succès du cinéma français. Ça t'a fait quoi de voir tout cet engouement, et est-ce que vous y attendiez un petit peu ou pas du tout ? Franchement, c'est impossible de s'attendre à ça. C'était génial. C'était, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai qu'il y a un côté, depuis le Covid, il y a vraiment pas mal de comédies alors soit c'est des énormes succès, soit il y a des gros bides, mais même faire 500 000 entrées, il y a pas mal de comédies qui en rêveraient aujourd'hui. Et franchement, moi je me disais, symboliquement, il faut au moins qu'on fasse 500 000. Après, moi, j'ai pas d'enjeu financier sur le film. C'est pas moi, et ça changeait rien forcément pour moi si c'était un échec, mais c'est juste plus agréable d'avoir un succès. Et en vrai, 500 000, franchement, ça aurait été joli. Après, une comédie qui fait 500 000 entrées, la plupart des gens n'ont pas forcément entendu parler. Il y a plein de gens qui n'ont pas. On aurait fait 1 million, ça aurait été fou. Déjà, franchement, ça aurait été fou. Et là, on se serait dit, le film commence à exister, peut-être dans l'inconscient populaire et tout ça, mais là, on rentre dans une catégorie où déjà, on peut pas, au-delà de 4-5 millions d'entrées, après, on sait plus où ça va s'arrêter, parce que c'est des gens qui vont le voir une fois, 2 fois, et donc non, c'était impossible d'imaginer. Vraiment, dans mes rêves les plus fous, je sais pas, mais dans mes rêves les plus fous, ça aurait été 2 ou 3 millions, et c'était déjà dinguissime. Toi, alors, du coup, tu es co-scénariste du film. Comment ça se passe, une co-réalisation? Comment tu en es arrivé là? Et Artus, comment il s'inclut dans le processus? Alors, co-scénarisation, parce que il l'a réalisé tout seul. Non, c'est un lapsus, t'as dit co-réalisation. Ah oui, non, en fait, nous, on écrivait une série avec Clément, pour Artus et avec Artus. C'était une série pour Netflix, qui avait rien à voir, un truc sur l'écologie et tout. Et il aimait bien comment on écrivait, on s'entendait bien, et ça faisait longtemps qu'il avait envie de faire un film sur le handicap. Donc en fait, il nous a proposé de faire un film. Voilà, il avait l'idée de faire un film sur le handicap. C'est les Pierre Forette et Thierry Wong de Ciné Nominé, les producteurs avec lesquels il avait déjà travaillé sur Si on chantait, dans lequel il était acteur. Il leur a parlé de nous. Puis voilà. Après, on a rencontré les producteurs et il a dit voilà, moi je bosse très bien avec ce duo-là. Et puis c'est parti assez vite en fait. Pour le coup, on a rencontré les producteurs. Ils ont dit je fais confiance à Artus et voilà. Et il était hyper impliqué dans l'écriture autant que nous. C'était vraiment son bébé, son film, et donc du coup c'était hyper agréable d'avoir son enthousiasme comme ça sur le film. Et ça, on l'a fait en parallèle de la série. On faisait ça en parallèle. Il se trouve que la série pour l'instant est jamais sortie, donc au final ça va quand même plus vite des fois de faire du cinéma. Et elle a été tournée, la série, ou pas du tout? Non. Finalement, on sait pas. On va voir si on la réinvente. On va voir. Je pense même que ce sera pas avec Artus, parce qu'aujourd'hui il peut faire tout ce qu'il veut au cinéma, donc il a pas forcément de. Donc on verra ce que devient ce projet. C'est un projet qui nous tenait vraiment à cœur avec Clément, mais non, on est vraiment on est hyper content qu'il nous ait proposé ce projet avec Clément. Moi, ce qui m'a sauté aux yeux pendant le visionnage du film, c'est le naturel des acteurs. Je me demandais déjà s'il y avait eu beaucoup d'improvisation, et si c'est le cas, est-ce que vous aviez prévu une forme de souplesse pour laisser place à cette improvisation? Alors, le film était très écrit.
il se trouve qu'effectivement, une des parties de la force du film, et ça on le savait dès l'écriture. C'est-à-dire, dès l'écriture, on savait que le film allait reposer en partie plus que sur des surprises, c'était pas ça. En fait, on a d'ailleurs au cours de l'écriture, des fois il y a des critiques négatives qui nous ont reproché la dramaturgie, mais on en est vraiment conscient. C'est-à-dire, on a écrémé la dramaturgie au fur et à mesure de l'écriture, parce qu'en fait, j'utilise des guillemets, mais il y avait un côté quasi documentaire en fait des fois, notamment parce que c'était eux, ils avaient leur prénom, et donc il y avait un côté dans l'écriture et après dans la mise en scène où on partait d'eux-mêmes, et c'était vraiment eux les personnages. On est parti d'eux pour réécrire les personnages, et donc du coup ce côté s'il y avait plein de rebondissements, s'il y avait des trucs un peu finalement un peu on les a enlevés. Au début, on avait même la police qui revenait, on avait l'enquête qui était plus approfondie et ça, on l'a écrémé. Donc, il y avait vraiment cette envie-là de que ce soit le plus juste possible, parce qu'en fait, le film repose aussi sur la justesse. Donc, on a essayé d'écrire des dialogues, qui étaient des fois pas trop écrits non plus, pour avoir un côté un peu vivant. Et il y a effectivement quelques scènes, quelques répliques comme ça qui peuvent être improvisées. Mais globalement, si on lit le scénario, c'est quand même ce qui se passe à la caméra. Ouais, donc il n'y a pas d'énormes des différences majeures entre le premier jet du scénario et le résultat à la sortie. Alors entre le premier jet du scénario aussi, parce qu'après on a fait plusieurs versions, mais entre le dernier jet la version prêt à tourner et le film, il y a quelques répliques par-ci par-là, mais non, globalement les scènes et puis même au montage, en fait, pour le coup, il y avait des trucs où au montage il a supprimé une ou deux scènes, mais l'ordre n'a pas changé. Il y a un côté c'est assez fidèle au scénario. Mais par contre, c'est vrai que ça repose en grande partie, et notamment le succès du film, sur le jeu des acteurs et sur le côté extrêmement juste et naturel en fait qu'ils ont. Vous avez des regrets d'ailleurs, des scènes que vous auriez bien aimé ajouter, mais faute de temps, vous les avez enlevées? Non. Non. Il y a des choses qu'on changeait, mais c'est pas forcément des regrets. Par exemple, le personnage de Ludovic, celui qui insulte tout le monde, à la base, c'était un personnage qui était censé être un connard. C'est-à-dire que le parti pris qu'on avait à l'écriture, c'était de se dire que il y a des connards partout, et même dans les personnes en situation de handicap. Donc lui, c'était genre un gros con. Et en fait, le mec, il est hyper attachant. Au casting, Artus, il s'est vachement attaché à lui, et en fait, le gars, il sort des gros mots, mais en vrai, c'est pas grave, c'est pas un connard, c'est juste qu'il sort des gros mots. Parce que lui, sa pathologie, c'est pas ça. On dirait qu'il a un truc un peu à la Gilles de la Tourette, mais dans la vie, il sort pas des gros mots. Ça, c'est vraiment très écrit. Donc, et donc non, ça, en fait, finalement, ça, c'est des choses qui ont évolué au fil de l'écriture. Et pareil, au dernier moment, Artus, là, je rentre dans l'art, pour les gens qui aiment la dramaturgie, mais par exemple, le personnage d'Artus, il avait plus d'évolution. Et ça, pareil, on l'a enlevé avant le tournage, parce que Artus, il disait que ça allait pas être naturel avec les pensionnaires. Donc celui qui a une vraie arche, c'est le personnage de Clovis Cornillac, mais son personnage à lui, finalement, il a assez peu d'arche, assez peu d'évolution, mais c'est aussi parce qu'il voulait justement être en connivence. Enfin, c'était aussi par rapport au tournage, il avait peur qu'on comprenne pas, qu'il disait on va pas y croire qu'au début je suis vraiment désagréable avec eux et tout ça. Donc du coup ça, on a écrémé la dramaturgie. Ouais, c'est vrai, il y a vraiment des moments où on a l'impression qu'il est presque absent du film, effectivement, Artus. Mais c'est voulu. Bah ouais, ok. C'est quoi la suite? Alors, il y a ce projet de série donc qui est un petit peu en stand-by. Est-ce que tu as d'autres projets sur lesquels tu travailles, toi? Ouais, moi j'ai une série qui se tourne, que j'ai créée et que j'ai écrite avec Florent Meyer. Et après il y a Mathilde Anzelin, je me permets de citer les auteurs parce que souvent ils sont pas forcément cités, qui nous a rejoint à l'écriture. Et ça, c'est une série pour France 2, c'est du 6x52, série d'aventure, un peu un mélange de Mission Impossible et Fais pas ci, fais pas ça, pour France 2. Donc ce sera du Prime en 2025, donc c'est 6x52. Et ça, on tourne en fin janvier, donc juste en avril. Donc après, je pense que ça passera à la télé sur France 2 en 2025, je pense. Donc ça, c'est le truc. Là, je suis vraiment dans l'art parce qu'on est dans l'écriture les derniers jets avant le tournage. Et moi, après, là, je monte un film que j'ai envie de réaliser. Mais c'est le tout début, donc j'en parlerai plus tard. Mais pour l'instant, voilà, un long métrage que je vais réaliser. Ok, on va suivre ça avec attention. Avant de se quitter, je change un peu de sujet. C'est quoi, toi, ton top 5 des films de cette année? Je dirais en 1 Le Comte de Monte Cristo, parce que en vrai
c'est du pur entertainment, mais je trouve ça tellement bien fait, ça fait tellement plaisir de le voir en France que je pense il y a un vrai point de vue d'auteur et tout ça, et ça a de la gueule à l'écran. Donc je dirais Le Comte de Monte Cristo. J'ai beaucoup aimé Anora, la Palme d'Or. Je trouve qu'il y a un truc très juste dans le traitement des sbires, un truc très réaliste que on pourrait. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé en fait. Il y a une gestion du temps aussi, une unité de temps que j'aime beaucoup. J'avais bien aimé Le Cercle des Neiges de Bayona sur Netflix. Moi, je le mets en cinéma, même si c'est mais bon, pour moi, c'est un film de cinéma, même si. Et puis, j'avais beaucoup aimé Borgo, avec Afia Herzi. Et puis voilà, là, ça fait 4, 5, je sais plus. J'avais bien aimé Heureux Gagnant, j'ai bien aimé La Roy. Voilà. Et j'ai bien aimé un film là sur Netflix qui s'appelle Rebel Ridge de Jérémy Saunier. Jérémy Saunier qui a fait pour moi. Et c'est pas mal. Mais je sais plus, non, là voilà. Enfin, ça fait déjà 5, donc c'est pas mal. Jérémy Saunier, c'est pas celui qui a fait Blue Rune, un truc comme ça? Ouais, c'est ça. Ah, si, c'est si, ça, oui, je vois qui c'est. J'ai pas vu, mais son film Rebel Ridge, okay. Regardez-le, il est vraiment pas mal, il est sur Netflix. Ah si, j'ai bien aimé aussi le dernier des Juifs de Noé Debré. Moi, j'adore ce type d'humour un peu Woody Allen, un peu humour dépressif, très réaliste, et j'adore. Ok, très bien. Eh ben, excellent choix. Merci Milan d'avoir accepté cette interview. C'est un vrai plaisir d'avoir pu discuter avec toi pendant ce court instant. Ben, merci beaucoup. Peut-être je viendrai faire une avant-première de mon film un jour au luxe. Ah bah avec grand plaisir. Alors tout de suite, avant de retrouver Ben et toute la clique, on va quand même s'écouter la BO du film. Ce soir, j'ai préparé des paupiètes de dinde. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. On va le faire quand même au micro parce qu'on n'arrêtait pas de le faire pendant 10 minutes et ça fait clic, 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 pan, pan, pan. Vas-y, continue Joshua, t'adores la musique. Non, bah écoutez, évidemment, merci beaucoup Lazare pour cette interview, merci beaucoup Milan Mauger d'avoir participé évidemment à cette interview. C'était particulièrement évidemment intéressant de vous avoir et ça nous touche particulièrement au cœur, clic, clic, pan, 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 comme dirait évidemment Joshua encore une fois. Alors, tout de suite, on va passer au vrai top. On n'est pas filmé, pas de mention spéciale cette fois-ci. On a fait ce petit sondage entre nous pour essayer de voir quels sont les films qui ressortent le plus. Donc c'est vraiment une collaboration à plus de 15 propositions. Donc on n'est pas filmé, top 5, qui est donc City of Darkness. Et voilà, quelle intro quand même. Alors, il y a des gens qui ont tout de suite voulu se battre, de ce que je vois, toujours les mêmes, encore une fois. Alors, notre top 5 quand même, un film qui est ressorti plusieurs fois parce que un film marquant d'action, un film d'action particulièrement aussi dynamique, avec une histoire grandiloquente, mais comme on aime, avec des scènes évidemment qui partent dans tous les sens, mais qui évidemment a une limite, une généalogie qui commence déjà à se construire, alors que c'est juste un premier film. Alors autour de la table, on a Seb qui s'est incrusté. Comment vas-tu, Seb? Ça va très bien, merci. Merci, très heureux d'être ici. Voilà. Donc tu l'avais mis justement dans ton top 10 techniquement, entre guillemets. Effectivement. Ouais. Et pas n'importe quel film pour toi. Ah bah ouais, non, c'est un des très bons films, des très bonnes surprises de cette année. Un film d'action, j'ai envie de dire presque à l'ancienne, une espèce d'hommage à un cinéma hongkongais des années 80-90, bourré de combats, bourré de fun. C'est trépidant, c'est effectivement... En plus, c'est vraiment un plaisir de pouvoir revoir des acteurs comme Sammo Hung qu'on voit plus beaucoup dans les productions. C'est un peu un type de production qui est devenu un petit peu désuet, ce type de cinéma. Maintenant, Hong Kong, c'est la Chine. La plupart des grands réalisateurs hongkongais ou ont été un peu absorbés par Hollywood ou ont été carrément absorbés par la Chine. Donc, et en plus... l'histoire répond à ça, puisque c'est l'histoire d'une espèce de petit îlot de résistance qui se bat contre une espèce de grand envahisseur. Évidemment, l'allégorie de la Chine, elle est bien présente derrière. Oui, tout à fait. Et puis, surtout, c'est un film de 2 heures. Alors, pour le coup, moi, comme tu dis, à l'ancienne, dans le sens où c'est un film aussi qui propose une fresque hongkongaise
intéressante et en plus qui essaye aussi d'être un peu dans cette dynamique aussi de contre-culture entre guillemets de la Chine, qui essaye un peu d'être imposante et de ce petit microcosme qui devient vite en fait une société en elle-même plutôt imposante aussi par le film qui se développe. Et des personnages, alors comme on aime, un peu clichés entre guillemets, mais aussi ça amène des scènes particulièrement punchy, surtout moi sur le dernier tiers du film où là d'un seul coup on se tape limite que des scènes d'action, plutôt même alors limite super-héroïque entre guillemets. Florian, je sais que toi t'as particulièrement aussi aimé le film par rapport à cela. Ouais. En fait, personnellement, en plus, moi, ça a été une vraie surprise. Je connaissais pas le réalisateur ni quoi que ce soit. Donc, quand j'ai vu le film, en fait, j'ai fait, c'est complètement zinzin, c'est trop bien. Non, mais vraiment, c'est extrêmement jubilatoire, jouissif, mais surtout communicatif, en fait, parce qu'il y a un côté vraiment super fun dans le relationnel entre les personnages. C'est-à-dire que donc c'est dans la pauvreté, etc. Ça se passe dans un bidonville, c'est à Kowloon City, donc c'est vraiment ce grand bidonville qui a été complètement détruit après à la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Et donc c'est vraiment c'est un lieu rempli de pauvreté, etc. C'est rempli de câbles, etc. Enfin bref, on se croirait un peu dans un truc un peu moitié cyberpunk, mais en fait c'est extrêmement vivant. La ville est très vivante, les gens qui sont dedans sont très vivants. Il y a une sorte de chaleur humaine qui est très très bien représentée dans le film et qui en plus du coup est très communicatif parce que tous les personnages donc qui sont issus de gangs, etc. vont progressivement s'ajouter au personnage principal qui est donc un immigré qui atterrit, qui est un clandestin qui atterrit par hasard dans la ville en fait ça forme un groupe qui va devenir hyper satisfaisant, touchant à suivre. Chacun a son propre caractère, son propre style de combat aussi. Chacun a vraiment, par exemple, le personnage principal a vraiment le côté clandestin, c'est-à-dire que lui il se bat, il a la rage, il a quelque chose de il y a quelque chose de fougueux, voilà. Voilà, il y a le personnage de VHS qui est le médecin entre guillemets de la ville, qui en fait lui a un côté complètement badass. Super dark avec le fait qu'on voit pas son visage, etc. Enfin, c'est limite vidéoludique entre guillemets. Oui, voilà, parce qu'on a c'est l'impression ça. que c'est des personnages avec des caractéristiques qu'on peut personnaliser entre guillemets, mais qui en soi sont des archétypes évidemment de cinéma déjà de base. Oui, voilà, c'est ça. Mais en fait, j'avais peut-être pas vu, moi en tout cas de mon point de vue personnel, des scènes aussi jouissives et aussi fun. Ça m'a rappelé l'époque de Matrix Reloaded et ces films-là en fait. Ah oui. Ça m'a vraiment rappelé un côté hyper ambitieux et hyper communicatif, c'est-à-dire mélange des cultures, mélange de plein de choses en fait, mélange de tous les genres, parce que je crois que c'est une adaptation en plus d'un manhwa, c'est les mangas chinois. Tout à fait. C'est ça. Donc c'est vraiment un mélange de tout en fait. Oui, Joshua. Ah non, j'acquiesçais. Excuse-moi. Ah non, tu peux acquiescer et intervenir après. Hein. Ah oui, non, je vais intervenir après. Je te laisse. Non, mais parce que vraiment, je suis timide. Vraiment, non, mais... excusez-nous, on a touché à sa sensibilité tout de suite. Il n'était pas prêt. Alors, Joshua, tu as la parole. Non, mais c'est vrai que pour moi, en plus, le véritable personnage, c'est la cité de Kowloon. J'ai pas trop. Qui est vraiment toi et les noms là aujourd'hui, t'es parti. Hein. Je suis parti très loin. Du coup, la cité est vraiment le cœur même du film. C'est même presque le personnage principal, et notamment grâce au travail de Mak Ko-keung. Oh putain. C'est bien, mais tu donnes les noms. Donnes les noms. Pourquoi on se moque? C'est nous le problème. C'est nous le problème. Et c'est celui qui était un directeur artistique. Et en fait, ils ont essayé, soit demande de Soi Chiang, le réalisateur, de faire des décors en dur. Et ce qui fait qu'on a des super décors, des super belles rues. Enfin, belles, non. Oui. Mais d'une reproduction complètement folle avec des tuyaux partout, des câbles. C'est surchargé tout en étant beau. Mais comme disait Florian, on retrouve aussi un côté vivant parce qu'il y a aussi le cordonnier, il va y avoir le rôtisserie, il y a même un salon de coiffure détenu par un chef de gang qui s'appelle Cyclone. Et tout ça, ce qui est aussi un peu jouissif, et on y revient aussi dans le film de baston, c'est que ça présente aussi des arènes. Et vu qu'on nous les présente bien, il y a des petits endroits, on dit « Oh, s'il fait une chorégraphie, il est dedans, ça va être top. » Et en effet, il va prendre un mec, il va le catapulter dans le petit muret, c'est super. Tu penses à la scène du bar? Je pense à la scène du bar. Ouais. Et aussi le travail de Kenji Tanagi, qui est le chorégraphe du film,
où je trouve qu'il trouve un équilibre parfait entre des bastons dites réalistes, notamment avec le personnage principal qui fait des combats illégaux pour gagner de l'argent. Et après, on va arriver avec le personnage de Cyclone. Il va donner un coup de poing en onde de choc et on est en mode, bah oui, c'est trop bien. Et on l'accepte, alors que c'est vraiment un équilibre très compliqué à trouver et qu'il arrive à faire accepter aux spectateurs. Et c'est extraordinaire et on en redemande. Et pourtant, et les bastons, c'est vrai qu'elles sont assez jouissives sans être trop violentes comme trop intenses à la The Raid. Ils trouvent un équilibre, mais super. Et surtout, bah en fait, j'attendais beaucoup ce film, surtout parce qu'en fait, j'avais beaucoup aimé Limbo l'année dernière du même réalisateur. Et pour ceux qui ont vu Limbo, on a envie de se mettre une balle dans le crâne à la fin du film, tellement que c'est poissard. Son nouveau film s'appelle City of Darkness. Et quelle surprise en fait de se retrouver qu'un film rempli d'humanité, ça fait du bien à voir. En fait, on est dans un vrai film de bande. Et c'est vrai que c'est quelque chose, un genre qui est un peu disparu. Parce que tout le monde est vraiment égaux entre eux et chacun a son style de se battre. Il va y avoir ceux des Hongkongais qui veulent, qui sont influencés en fait par le cinéma hongkongais même, un peu à l'époque de John Woo. Donc même s'ils sont de nuit, ils vont mettre des lunettes noires, rouler à grosse moto parce qu'ils trouvent ça juste cool esthétiquement. Alors que l'autre va être complètement fauché, mais ils s'entendent super bien. Ce qui se battent, c'est pour l'honneur en fait. Il n'y a pas de question d'argent ou d'ego. Ils veulent juste se battre pour une certaine représentation de la cité juste avant la fin de la rétrocession, comme si que Kunlun était la dernière âme en fait de Hong Kong avant même que celle-ci s'éteigne. Très bien. Et alors une petite intervention de Florian, oui. Comme il disait en fait, c'est ce côté vraiment. Je reviens sur le fait que c'est plein d'humanité et que ça change énormément. C'est qu'en fait c'est vrai moi j'ai revu The Raid récemment quand il avait été rediffusé au Luxe et je me rappelais pas à quel point le film est sombre et genre il y a pas une pointe de quelque chose de positif etc qui en ressort. Et en fait, ça a été une grosse trend, quoi, vraiment une grosse tendance pendant longtemps. Et en fait, ça fait du bien de voir autre chose. C'est-à-dire que c'est de l'action complètement maboule, complètement zinzin. On se croirait dans un animé. C'est super bien. Oui, zinzin, carrément. J'aime bien ton expression. Ouais, c'est juste plaisant. On n'est pas devant du Choyark non plus. C'est pas, on n'a pas des plans complètement fous comme le faisait Choyark. Mais c'est pas grave en fait. Ça empêche pas que le truc se tient, qu'il est hyper plaisant à regarder et qu'on disait justement qu'on s'ennuie pas quoi. Potentiellement on espère même limite d'autres films autour de cet univers. Oui, Joshua. Pardon. En fait, le film a été un super succès, c'est même le deuxième plus grand succès de l'histoire du cinéma hongkongais au box-office. Et fait rare aussi, c'est que c'est un super carton en Chine continentale. Et ce qui est assez bizarre parce que le film n'a pas été retoqué par la censure chinoise. Et en fait, du coup, Tsui Chiang, le réalisateur, aurait annoncé 2 suites, un préquel et une suite qui se tournerait en fait suite à directement les deux. Donc on est vraiment très patient. Et surtout, je voulais revenir aussi un peu sur la pertinence des effets spéciaux. Ok, il y a des effets spéciaux visibles, mais l'utilisation des effets spéciaux d'utiliser encore beaucoup de choses en dur, notamment les décors, mais même lors des chorégraphies, ils ont encore, c'est beaucoup du wire kung fu, donc avec beaucoup de filaments, et la bonne utilisation d'effets spéciaux qui vont servir à prolonger, par exemple, la cité de Kunlun, donc nous on peut pas l'apercevoir en fait. Et aussi notamment c'est qu'ils se sont servis beaucoup d'effets spéciaux pour les chorégraphies, pour rendre plus impactant un coup, quelqu'un qui tombe, et vu qu'on les voit pas, ça rend un tout bien plus immersif. Et Zéphyr, tu avais aussi ce film dans ton top de ce que j'avais vu. Alors, oui, effectivement, j'avais ce film dans mon top, mais j'ai bien moins d'informations à donner dessus que vous. Vous êtes quand Tout même, a été donné, j'ai l'impression, avec tous les noms, t'inquiète pas. Vous êtes déjà très très informé et très très documenté. Mais ouais, effectivement, l'alliage, moi c'est surtout le côté visuel qui m'a marqué. Il y a plein d'angles pendant les combats qui sont incroyables, tous les lieux sont à moitié claustrophobes, et puis c'est ça fait en dur en fait. Donc quand il se prend un mur et que la caméra se prend le mur avec, enfin, il y a ce truc là où ils se prennent plein de mandales dans la gueule et on se dit pas pour autant ils se font pas trucider quoi. C'est un peu bon enfant, c'est un peu et toute l'image, tout le côté un peu gris qui va avec, alors que c'est un peu un animé, il y a un peu de l'énergie ça m'a énormément plu aussi, voilà. Oui, il y a une vitalité dans ce film d'action qu'on vous conseille évidemment fortement. Exactement. Mais où est-ce qu'il est ce camp de Birchman ? Qu'est-ce qu'il faut ?
Et donc notre top 4 désormais, alors c'est un film qui est passé un petit peu plus inaperçu en soi puisqu'il est sorti en début d'année, un film américain cette fois-ci, un road movie. This is not a safe place for you to be. Wait. Do you like electronic music? C'est The Sweet East, donc un film américain sorti donc en mars encore une fois, un film qui avait pris qui avait le prix du jury pour 2023 par Deauville, le festival. Et donc alors là c'est quand même unanime. Alors moi je l'ai découvert il y a peu et c'est vrai que c'était un coup de cœur directement. C'est vrai, je l'ai pas découvert en soi assez facilement comme vous de ce que j'ai compris puisqu'il est sorti au Cinéma Luxe. Alors vous avez vu de la communication autour parce que moi je vous avoue quand j'ai vu le film ça a été une découverte totale. Alors, on a déjà Emma autour de la table qu'on peut applaudir. Merci. Bonjour merci. Emma. Bonjour à tous. Alors, toi, tu l'as découvert comment le film en soi ? Eh ben, je l'ai découvert au Luxe aussi parce que il y avait le Blu-ray qui est affiché. J'étais pas invité à la soirée, à mon avis. Ah non, mais moi j'y étais pas non plus. Ah bon. Mais il y a juste le Blu-ray qui est affiché et je sais pas, l'affiche attire l'œil et donc je me suis dit qu'est-ce que c'est ? Donc je suis allée voir. Et donc c'est un film qui fait partie de mes tops. Je l'ai découvert récemment aussi, mais c'est un film qui fait partie de mes tops de 2024 parce que je trouve que c'est une réussite sur le fond et sur la forme parce que du coup on suit le personnage de Liliane, ouais, qui va voguer un peu dans les États-Unis, dans les tréfonds des États-Unis, qui va rencontrer plein de personnages qui sont en fait très parlants. Sur les États-Unis et comment ça fonctionne. Et donc c'est une réussite sur le fond et sur la forme parce que en fait c'est tout simplement très beau à voir. La photographie est super. Et le personnage de Liliane, elle est un peu désabusée, elle va un peu partout et en même temps on la suit et on sait pas trop où on va mais on y va quand même. Et c'est un parcours qui semble assez naturel. En fait, on a l'impression que tout est normal alors qu'il n'y a rien de normal dans ce qui se passe dans le film. C'est un peu à la frontière avec le documentaire parce qu'en fait, c'est mine de rien, il y a des choses quand même qui sont réelles. Alors, tout est abusé. Il y a notamment une scène qui est très drôle, assez sanguinolente. Bon, tout est poussé à l'extrême, mais c'est fait de manière très drôle. Et elle s'adapte un peu à tout et ça fait une fresque des États-Unis du coup qui est assez parlante. Et le fait que le film soit découpé en chapitres, on comprend vraiment à chaque fois tel personnage va mener à telle action. Et puis à côté de ça, c'est quand même très drôle. Oui, c'est l'absurdité de l'Amérique actuelle dans l'Est américain, dans ce road movie, donc dans plusieurs États, puisque le personnage décide, comme tu l'as dit, de bifurquer de son petit voyage et de découvrir plusieurs États et donc plusieurs personnalités d'États américains et donc plusieurs visions de l'Amérique aussi. Et c'est là-dessus où le road movie est particulièrement intéressant, c'est que c'est limite un parallélisme à faire avec Alice au Pays des Merveilles, mais dans le sens, comme tu l'avais dit Seb, puisque c'était un point que tu avais noté, dans le sens où aussi il y a ce road movie donc d'un personnage innocent, en soi une jeune fille, mais qui découvre plusieurs donc personnalités masculines qui, elles, ont leur vision propre de l'Amérique et leurs actions potentielles aussi qui veulent développer justement de cette Amérique actuelle. Alice au Pays des Merveilles, je pense que c'est effectivement l'une des influences, des matrices en fait du film, ce côté effectivement voyage initiatique, qu'en est d'ailleurs pas forcément complètement un. Voilà. Et c'est aussi effectivement il y a un truc qui fonctionne aussi très bien, c'est que c'est un film qui fonctionne autour de la figure du miroir, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que tout fonctionne en double, en reflet, en dédoublement, j'ai envie de dire, avec tout et son contraire. Les personnages sont effectivement doubles. Il y a effectivement une ambivalence autour du jeune personnage principal qui est à la fois présenté comme une espèce de jeune fille un peu innocente et puis par moments pas si innocente que ça, qui joue de la fascination qu'elle peut générer, notamment chez les personnages masculins.
et donc effectivement d'une espèce de tension sexuelle. On ne sait pas trop d'ailleurs si le film va à un moment donné basculer dans quelque chose de plus glauque, de plus en gros, est-ce qu'elle va finir par se faire agresser ou quoi que ce soit. Et le film réussit toujours à garder, je trouve, cette espèce de ligne d'entre-deux assez intéressant, de rupture de ton, effectivement, de passer de quelque chose de très dramatique, de parfois presque un peu intello, à quelque chose de beaucoup plus trivial, de beaucoup plus drôle, avec effectivement, on parlait de la scène de fusillade assez sanglante qui arrive vraiment d'un coup et qui fait effectivement basculer une fois de plus, j'ai envie de dire, le film vers autre chose. Et en plus, moi, un autre point que j'avais beaucoup aimé dans le film et dans ce personnage qui était présenté, c'est que il y a toujours des monologues en face d'elle et il y a peu de vrais dialogues. En soi, elle est toujours dans le mensonge quand elle parle avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'elle présente toujours une histoire qui est décalée de la sienne. Et donc, ça montre aussi une Amérique actuelle qui n'arrive plus à dialoguer. Et je trouve le propos particulièrement prenant et intéressant, c'est sur ce postulat-là, c'est de montrer aussi cette Amérique qui ne s'écoute plus. Et justement, par rapport au contexte actuel, en plus, ça devient plus pertinent parce que le film est sorti en début d'année. Mais avec cette fin d'année, justement, avec ce qui s'est passé récemment et les élections, on voit qu'il y a cette Amérique aussi fixée sur ses idées et aussi qui s'oppose complètement, limite au bord de la guerre civile, tant les avis divergent et tout le monde est au bord de l'action, mais n'y arrive pas véritablement. Et ce moment de tension que tu présentes, Seb, et évidemment après je rebondis sur toi, ce moment de tension que tu présentes, j'aime beaucoup aussi dans le film, c'est cette façon de présenter, comme tu as dit, ce moment de bascule qui peut à tout moment arriver, mais avec, dans le microcosme de ce personnage, avec évidemment l'agression, mais en même temps avec cette Amérique qui d'un seul coup peut basculer vers une violence totale. Ouais, et d'un autre côté, effectivement, effectivement, il y a un truc autour de l'incommunicabilité, mais finalement, ce personnage féminin, elle passe son temps globalement à mentir et à raconter les histoires qu'on lui a racontées avant. C'est-à-dire que finalement, toutes ces histoires qu'on lui a racontées, elle les absorbe et elle les ressort on pourrait dire à sa sauce, et effectivement elle devient une espèce effectivement d'éponge de la situation américaine, on pourrait dire actuelle. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le film, il a un côté, à la fois il a un côté très actuel sur effectivement montée de certains extrêmes, la montée des complotismes, etc. Et à la fois il y a rien qui le centre véritablement actuellement. C'est-à-dire que le film, effectivement, il mélange aussi ses patines un petit peu plus 80s, un petit peu plus 70s, ce qui fait que, globalement, si on enlève les portables et deux, trois autres trucs, ça pourrait presque être un film qui se passe il y a 30 ans. Oui, un film limite du nouvel Hollywood, comme on a envie pertinemment de le dire, puisque je sais que Raph, tu voulais rebondir là-dessus, puisque dans le côté road movie, évidemment, ça ne peut faire que penser à du Easy Rider, par exemple, qui est évidemment une des inspirations, qui n'est pas première, mais qui a inspiré évidemment le réalisateur. Ouais, j'ai pensé de ouf à Easy Rider. Ouais. Et c'est tout ? C'est non, la seule info que t'as. Non, pas du tout. Peter, je rebondis. Bravo à lui. Merci. C'est intervention. Vous comprenez pourquoi il est dans mon flop après. Hein. Et moi, je vise les shorts en fait, c'est pour ça. C'est tout. Pour ça communiquer. Donc. Non, faut marquer le moment, tu sais, c'est comme que ça marche. C'est pas parce que ça fait plus de vues les shorts que tout de suite c'est plus pertinent. Hein. D'accord. Non, mais après c'est ta vision des choses. Hein. Bon, on peut revenir un peu au sujet un peu plus sérieux. C'est toi qui l'as décalé. Bah, on parlait du nouvel Hollywood et là je relis un peu mes notes et je me rends compte que putain j'aurais pu bosser au Cahier du cinéma il y a 30 ans parce que c'est vraiment branle couille de la tête. Non mais attends. Ah si attends, une déambulation loufoque dans l'Amérique moderne par le prisme d'une narration nouvelle hollywoodienne ou du moins on utilise les codes de narration 70s pour être rock'n'roll dans les propos et léché visuellement. Bah, tu peux nous faire un petit cours magistral là. Ah limite, oui, bien sûr. On t'écoute pertinemment. Hein. T'as 2 minutes. Les cours magistraux, c'est dans un hémicycle. Je suis avec un professeur, avec un micro. Non, mais personnellement, par contre, le film. Oui, bien sûr. J'ai adoré ce film, comme vous. La plupart des gens qui parlent ici, j'ai l'impression. Et on a parlé un peu de tout ce qui était intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus ? Les personnages, j'ai beaucoup aimé. Tous ces acteurs étaient absolument géniaux. On peut d'abord remarquer Jacob Elordi, qui vraiment qui est le Raphaël Quenard alors j'allais américain. Dire Robert Pattinson en mieux parce que en termes de choix de carrière, non mais Robert Pattinson, j'adore Robert Pattinson, mais c'est un peu le même truc, un peu le jeune et faible qui arrive et qui est à la coqueluche. Aline Sama est amie avec Robert Pattinson. Bah, tu diras à Robert qu'il est très beau et très sympa, mais Jacob Elordi est plus grand et en plus tu peux ça fait donner des sa choix taille de 1m84
14, je crois. Oh, on va regarder. On va donner l'information à notre assistant. Et non, j'aime bien ces choix de carrière qui sont quand même plutôt audacieux et il veut un peu se détourner de ce côté jeune premier. Et je vous conseille d'ailleurs le fameux The Mortuary Collection, un film à sketch d'horreur où on peut voir Jacob Elordi accouché par la tub. Ah, c'est vrai que tu le mets souvent en avant. J'adore ce film. Bon, faut que les gens le voient parce que juste ce moment est incroyable. Sinon, en parlant d'acteurs là-dedans, bien sûr, Tyler Riders qui fait vraiment un très bon job. On tombe amoureux d'elle, qu'on soit spectateur ou personnage diégétique du film, comme Simon Rex qui joue Lawrence, que j'adore, mon chouchou du film, qui est alors totalement inquiétant parce qu'on sait jamais ce qu'il veut vraiment faire avec Liliane. Le nazi. Oui, alors j'avais oublié. Tu sais, j'ai vu qu'une fois le film. Oui. Mais à part ça, on s'y attache quand même. Et ça qui est bien, c'est quoi? Il n'y a aucun manichéisme dans ce film. Vraiment, tout est en subtilité. T'as bien aimé la couverture croix gammée, toi? J'ai oublié cette partie. Je suis peut-être allé aux toilettes. T'as omis cette partie. J'ai omis cette partie. Négationniste un petit peu, non? Négationniste. Le film qui arrive après, c'est pas ton top, toi. Oh là là, mais non, je serais déjà parti, moi. Je sais bien. Non, mais sinon, voilà, le film génial, la BO incroyable aussi. Evening Mirrors, la chanson qui passe tout le temps, absolument merveilleux, très bien interprété par Thalia. Juste un petit point qui m'a un peu saoulé, moi, c'est quand même, saoulé. Le petit bémol du film, ça reste juste l'écriture que je trouve des fois un peu en dessous, parce que c'est découpé en chapitres et certains chapitres sont en dessous d'autres chapitres. Tu penses auxquels principalement? J'ai plus les noms, j'ai vu qu'une fois le film. Non, mais par rapport évidemment au personnage en question, je t'ai pas demandé des noms précisément. Je crois que c'était la première partie, moi, qui m'a. Toute première partie, je trouvais un peu en dessous. Avec l'illuminé. Ouais, c'est ça, ouais, l'entrée juste. Le wokiste. Ben voilà, tu vois. Alors que le nazi. Alors que le nazi. Là, t'as pris de l'intérêt. Oh, putain. Qu'est-ce qu'on se marre. Non, mais après, voilà, c'est juste. C'est Nick Pinkerton qui a scénarisé le film. Ryan Parker, lui, était juste chef-op, parce qu'on n'a pas parlé aussi de la photographie du film, en fait, parce que Ryan Parker, de base, est un chef-opérateur. Il a d'ailleurs fait l'image de Good Times. Très, très bien. Qui est incroyable. Avec les frères Safdie. Exactement. J'ai même leur prénom, si tu veux. Vas-y, donne. Attends, Joshua et Ben. J'ai regardé quelqu'un qui s'est entendu. C'est reconnu. J'ai déjà beaucoup parlé, mais oui, non, c'est très très bon film et je conseille à tous ceux qui l'ont pas encore vu. Écoute, merci beaucoup, Raph. T'inquiète pas, c'était très bien ce que t'as fait. Ne te dévalorise pas, je te connais. Aline, tu as aussi vu le film. Alors toi, peut-être en avant-première depuis un an. Tu rigoles, mais oui, je l'ai vu à Deauville parce que je travaille à Deauville. Parce que je suis la star que je crois être, c'est pour ça. Oui, complètement. Qu'on croit aussi que tu es. Bien sûr, t'inquiète pas. Voilà, à ce niveau-là, oui. Donc tu l'as vu en 2023 puisque ça avait pris le. Exactement. Ouais, donc je l'ai même vu 2 fois parce que donc le festival il dure une dizaine de jours. Je l'ai vu au début et en fait le dimanche, une fois que le festival est terminé, il continue à projeter les films quasiment tous ou du moins les principaux. Et The Sweetest en faisait partie. Du coup, j'y suis retournée le dernier jour. Pourquoi ? Parce que par rapport à tout ce que vous avez dit, les mêmes raisons, il est très intéressant. La lecture en chapitre, moi, m'a complètement bouleversée. Donc du coup, je voulais y retourner comme relire un livre pour avoir un peu une autre grille de lecture. Je rebondis sur ce que tu disais, Seb, par rapport à l'effet miroir, c'est qu'il y a, même dans la mise en scène, il y a une scène qui m'avait marqué justement quand elle chante face au miroir, où c'est assez long, elle chante même très bien, et je me rappelle être émue de cette scène, et à 2 reprises, et je pense que si je revois le film demain, je serai émue de la même manière. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que ça m'a marqué, et de le voir en présence du réalisateur, j'avoue que ça aide. C'est sûr, et surtout, on vous laisse découvrir cette scène emblématique qui est très touchante parce que la voix y va et surtout, évidemment, la composition est magnifique. Cet entretien sera intégralement pas filmé. Et donc c'était Evening Mirror, comme l'a dit Aline, hein, donc de Sweet East, donc un film évidemment qui nous a marqué top 4. Là on est au top 3. Et c'est un film, alors là, qui va un petit peu représenter certaines personnes, alors pas comme vous le pensez. Die herrliche Zeit, die wir im gastlichen Hause verlebten, je pense que vous l'avez entendu à l'accent, c'est La Zone d'intérêt qui est aussi sorti plus premier tiers de l'année. Donc un film qui a particulièrement marqué le luxe puisqu'on a pu le voir en plus de ce que j'ai compris un petit peu en avant-première par rapport à la sortie nationale et ça avait tout de suite choqué, marqué ce début d'année qui a très vite pensé que c'était
potentiellement un film de l'année. Alors il y a d'autres films qui vont arriver qui ont été aussi marquants que La Zone d'intérêt. Alors autour de la table, je crois qu'on a évidemment des personnes qui ont plus qu'adoré le film, vraiment, qui l'ont mis dans leur top 3, voire top 1. Seb, c'est un peu ton cas ou... Oui, complètement. Ouais, complètement. Pour moi, La Zone d'intérêt, c'est l'un des grands films de ces derniers mois, voire plus, effectivement, si on sort un petit peu juste de l'année 2024, des sorties de l'année 2024. Pour moi, c'est un des très grands films. Je pense que Jonathan Glazer, c'est un des grands réalisateurs actuels. Il fait pas beaucoup de films, un film tous les 10 ans, tranquille, il prend son temps. Il prend aussi vraiment le temps de filmer, de mettre en place effectivement ces dispositifs, de créer ces dispositifs, parce que La Zone d'intérêt, c'est aussi un film entre guillemets dispositif. Mais moi, je pense que c'est un des très grands films. Je pense que c'est un des grands films parce que c'est finalement un film qui dépasse le côté film sur la Shoah. Alors, ce qui est évidemment le film, mais je pense que c'est un film qui dit énormément de choses autour de la société d'aujourd'hui, du capitalisme moderne, de la façon dont une caste d'une élite peut effectivement grandir, prospérer à la défaveur, ou en tout cas sur l'écrasement d'autres parties de la population. Il suffit de voir comment Glazer filme pas les camps, mais filme les alentours des camps, puisqu'on rentre jamais dans le camp de concentration, et la façon dont surtout il filme ce directeur de camp comme une espèce d'exécutif d'un grand cadre d'une grande entreprise du CAC 40. Il filme effectivement les réunions comme des réunions d'exécutifs, des réunions d'actionnaires, et l'objectif, lui, c'est pas tant, d'ailleurs, ce directeur, j'ai oublié le nom, c'est pas tant d'ailleurs une espèce on va dire d'illuminé nazi, qu'un mec qui fait très bien son travail, très efficacement, et dont l'objectif premier, c'est d'augmenter la production de son camp, de rendre les choses le plus efficaces possible. Évidemment, quand on sait, évidemment, nous on le sait, parce que le film cache rien et surtout joue de ce rapport au fait que, bah oui, le spectateur sait ce que c'est qu'un camp de concentration et sait ce qui s'est passé, hélas, dans ces camps. Oui, il y a ce truc effectivement totalement affreux, et à la fois totalement, eux, ils ont, il fait juste son boulot et il le fait très bien. Oui, le hors-champ est prépondérant, limite, dans le propos du film, évidemment, tout au long, justement, du propos qui n'est pas invisibilisé jusqu'à cette fin, qui essaye, justement, alors là, plus dans un devoir de mémoire aussi, d'expliquer que la suite, évidemment, c'est interprétation, c'est le spectateur qui doit la prendre et qui doit la donner potentiellement, avec cette fin aussi un peu documentaire, entre guillemets, sans aller dans les détails, évidemment. Mais c'est vrai, c'est le spectateur qui n'est pas pris non plus au dépourvu et qui n'est pas pris non plus au ridicule par rapport aux conséquences et aux actes de cette période, tout en jouant justement sur cette réalisation. Et c'est là où le génie de ce film sort. C'est par rapport à ces hors-champs, ces chants, comme tu dis, ces présentations de la production aussi, comment c'est filmé. Et c'est là où tout le génie en ressort par rapport, encore une fois, à cette présentation de la famille. Ouais, c'est un film qui est conçu de façon très spécifique. Il y a vraiment, alors c'est le cas dans les éditions vidéo, on les trouve sur YouTube, il y a vraiment des making-of qui sont extrêmement intéressants sur la conception du film. Il y a évidemment un travail sonore qui est gigantesque, alors à la fois sur la bande son et la musique, ou en tout cas effectivement ça s'entremêle entre les deux, et puis effectivement sur la façon dont il a capté l'ambiance dans cette maison. Globalement, il a filmé l'action comme une espèce de télé-réalité, en mettant énormément de caméras partout dans la maison, en laissant beaucoup les comédiens déambuler et se balader, et très libre. En fait, lui, il n'était pas présent directement sur le plateau de tournage. Il était effectivement à l'extérieur, et effectivement, je pense qu'il y a un travail derrière de post-production, de montage, puisqu'il y avait, je crois que certaines scènes sont tournées jusqu'à 8 caméras simultanément.
Et évidemment, tout le travail de post-production pour laisser imaginer ce qui n'existe plus, puisque la maison existe a priori encore. Mais effectivement, tout ce qui est de l'ordre du camp et de ce qui se passe autour, lui, n'est pas, heureusement, n'existe plus. Et toi, Aline, le film t'a aussi marqué, on va dire, dans sa réalisation, dans son propos ? Oui, alors je l'ai même re-regardé hier pour en avoir vraiment des images nettes et le cœur net, parce que à la première projection, j'avoue, j'avais été un petit peu partagée. Enfin, j'avais adoré, mais je savais pas trop dire pourquoi. Et comme je disais avec une amie, c'est que moi j'aime bien les films qui me stimulent, ou on y viendra plus tard justement, mais sur le fait que je sois happée par quelque chose. Et là, c'est vrai que c'est pas un film, voilà, il y a pas trop d'action, il y a pas de musique principale. Et en fait, ce que je crois adoré au final, avec le fait de l'avoir vu une deuxième fois, ça le confirme, c'est ce côté normalisation de l'horreur. Donc comme on disait, en fait, on rentre pas dans les camps, mais on sait très bien ce qui s'y passe. Et hier soir, je me suis surprise à être presque plus touchée. Enfin, c'est bizarre quand je vais le dire, mais quand il annonce à sa femme qu'il doit partir, elle le prend. Enfin, ça paraît dramatique. Et je me rappelle me dire, c'est vrai que c'est dramatique. Ça fait des années qu'ils sont là, qu'ils ont construit cette maison qui est superbe avec leurs enfants. Et je me vois me dire, non, attends, je suis complètement à côté de la plaque là. Enfin, il y a les camps de concentration à côté. Et je suis en train de me dire, non, c'est les pauvres, ils vont déménager. Donc c'est ça que j'ai adoré, c'est que cette normalisation et tout l'esthétisme qui va autour, comme tu le disais, au niveau des sons aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que le réalisateur, on n'est pas sur un nouveau, enfin, je veux dire, il a quand même un background. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on voit la technique et la technique qu'il a, en fait, dans le monde du cinéma. Et en même temps, il y a certains essais visuels et sonores qui pourraient laisser penser à un premier film, comme la première image, c'est-à-dire juste un fond noir pendant quelques minutes, ou alors d'inclure du négatif ou un écran rouge. Enfin, plein de tests où on pourrait se dire, bah, tiens, ça se trouve, c'est un jeune réalisateur qui essaye. Donc le mélange des deux était vraiment très intéressant. Et on a, alors, pour une fois sur un top, on a une personne qui a un peu moins aimé. C'est pour ça que potentiellement, puisque là, au vu des deux avis, je pense que vous avez compris quand même qu'il a été très apprécié. Et pourquoi il est top 3 ? Emma, alors, évidemment, on va pas faire d'allusion à tes rapprochements. Non, mais ça par rapport au film, rien. comment tu l'as ressenti ? Puisque toi, ça a été autre chose. Ouais. C'est une autre mayonnaise, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait, une autre mayonnaise. Alors, c'est pas que j'ai pas apprécié le film, c'est qu'en fait, très honnêtement, je suis sortie de la salle parce que je pense que j'ai vu une bonne moitié. Et en fait, toute l'ambiance sonore, l'ambiance ultra pesante du film, et bah en fait physiquement ça m'a rendu malade quoi. Enfin vraiment j'ai dû sortir, sinon c'était fini pour moi et toute autre personne dans la salle. Ah ouais, non, vraiment, je suis partie justement après une des scènes en négatif avec le personnage qui plante des patates, enfin, je sais plus exactement. Mais, et en fait, justement, après cette scène-là, et un gros écran noir, et en fait, mon cerveau ne comprenait plus où ça allait. Et je sais pas, ça m'a rendue complètement angoissée. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a certains moments où justement le vrombissement derrière des machines, c'est fait exprès, qu'on entend du camp, en fait, quand ça s'arrête et que ça reprend derrière, physiologiquement, dans le cerveau, ça doit créer quelque chose qui rend en fait complètement... t'es complètement désorienté quoi. Une horreur en soi, c'est sensoriel là vraiment. Ouais, bah après moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Je sais pas les retours d'autres personnes s'il y a eu d'autres cas comme ça, mais en tout cas ouais c'était sensoriel presque. Bah même on voit énormément la fumée. On n'a pas vu le même film. J'ai pas vu le même film là. La fumée. On arrive presque à la sentir. Enfin, pour le coup là, c'est réussi. Le pari sur la sensorialité, il est complètement réussi. Écoute, en soi, c'est aussi pour ça évidemment que le film n'a pas été forcément apprécié de tous par l'horreur évidemment qui est mise en avant, plus ou moins, puisque certaines personnes n'ont pas forcément été aussi réceptifs et on s'en doute par rapport au propos qui est plus actuel quand même qu'on ne le pense sur la zone d'intérêt. Alors Lily, pour une dernière défense sur ce film, qu'est-ce que t'en as pensé toi ? Alors sensoriel aussi, j'imagine, quand même, comme perception. Ouais. Mais j'ai que dire de plus parce qu'ils ont tout dit, globalement. Prochaine fois, je te mets en première direct, t'inquiète pas. Il y a un intérêt. Une zone d'intérêt. Zone d'intérêt, oui. C'est sensoriel, les blagues. Ouais, aussi. Ça se vit. Ah bah. Moi, je suis assez d'accord avec Emma. J'ai trouvé ça très sensoriel aussi. En fait, c'est pesant tout le temps, c'est bourdonnant tout le temps, l'ambiance.
autant sonore que visuel. En fait, on est plongé dans un univers qui est tout le temps lourd, tout le temps. Et je pense que ça vient aussi également du point de vue qu'on n'a jamais vu, justement, parce que d'habitude, quand il y a eu énormément de films sur cette thématique, où justement on nous impose une image, souvent. Et en fait, là, c'est complètement différent. On voit, c'est ça, une normalisation qui est hyper bouleversante, parce qu'en fait, justement, on sait ce qui se passe dans ces camps, parce qu'on l'a vu, on a travaillé l'histoire un peu partout de ce moment de l'histoire, et en fait c'est très pesant, vraiment. Et moi j'ai trouvé ça hyper original, cette manière d'amener la thématique, justement parce que par exemple le fait de ne jamais voir mais de tout entendre, c'est d'autant plus lourd que de nous imposer une image, parce qu'en fait on s'imagine tout et n'importe quoi, et à côté de ça il y a rien qui se passe visuellement à part une famille hyper heureuse, quoi. Et on connaît limite les images qui sont limite sous-jacentes. Ah bah c'est ça, ouais, carrément. Et en fait, contrairement à ce qu'on imagine, on nous impose une autre image de joie, quoi. Et c'est trop bizarre comme sensation. Limite un drame familial, alors qu'en réalité derrière c'est un drame historique, ouais, c'est et ça. humain. Ouais, carrément. Et c'est perturbant. Écoutez, encore une fois, alors là on a un autre film perturbant à vous présenter sur ce top 3. Ce soir, j'ai préparé des paupiètes de dinde. C'est fin, ça se mange sans fin. Et le top 2, c'est un film qu'on a déjà évoqué dans On n'est pas filmé. Alors, je pense que vous l'avez très vite deviné, puisque lors de notre critique, on avait été limite jubilatoire sur ce film, et on l'est encore, évidemment, pour ce top 2. People always ask for something new. At 50, it stops. Et c'était The Substance de Coralie Farja qui avait fait Revenge, et là qui nous offre un film de genre, limite le film de genre de cette année, de cette réalisatrice française. Je crois qu'autour de la table on est tous évidemment adoré, on a tous adoré ce film qui a choqué plus d'une personne, d'après les avis, qui a eu un certain succès, évidemment critique, mais un petit peu de public aussi, puisqu'il est resté quand même assez longtemps en exploitation. Alors, Aline, sur ce film, on n'a pas entendu ton avis, puisque moi on le connaît déjà, je vais pas le répéter, j'ai adoré ce film maintes et maintes fois, et j'ai envie de le voir encore je ne sais pas combien de fois. Et toi, de même, alors toi qui regardes 3 ou 4 fois les films qu'on présente sur ce top 5, tu l'as vu combien de fois cette fois-ci ? Pour l'instant, une, et je devais y retourner avec mon père, ouais. Je suis mauvaise élève. Mais je vais y retourner. Je sais que je vais le revoir dès que je peux. Parce que comme tout le monde autour de cette table, je l'ai adoré. Je vais pas trop en dire pour que tout le monde ait aussi des choses à rajouter, mais je dirais que ce que j'ai adoré en fait, c'est que c'est déjà du too much. Il y a beaucoup d'excentricité, beaucoup de pas de vulgarité, mais de gore. En fait, tout est too much, et donc ça j'adore. Ça directement, rien que pour ça, j'adore le film. Et en fait, j'y suis allée avec une amie qui est pas du tout branchée cinéma, et ça m'a permis d'avoir un avis intéressant. C'est que elle est quand même restée en haleine tout le long. Donc, moi également, mais en fait le fait de le voir à travers son regard aussi, ça m'a confirmé que c'était grandiose, parce que on est quand même sur une histoire, donc voilà, d'une femme, et en tant que femme, le regarder surtout, on se questionne. Enfin, moi j'ai passé le film à me dire, mais en fait je suis comme Demi Moore, en fait je suis une star mais pas trop, et en fait quand est-ce qu'on va arrêter de me calculer, et je trouvais ça hyper intéressant. Et du coup quand l'autre personnage arrive, qui est j'ai oublié son nom, Margaret en plus, que j'adore comme actrice. Quoi, exactement. Je sais que quand elle arrive, je me suis dit, mais c'est pareil, une bimbo, on dirait moi. Et en fait, t'es la fusion des deux, toi. Voilà, il n'y a pas besoin de deux Alors corps. La fusion des deux, du coup, vu la fin du film, je sais pas. Mais Ah oui. Là, c'est la fusion des 4-5. Oui, c'est ça. Mais dans l'idée, en fait, j'ai adoré en fait chaque rôle, que ce soit Demi Moore ou Margaret, et même la fin. Donc il y a forcément beaucoup de références cinéma très connues, je pense qu'on l'a tous eu, la référence à Kubrick notamment. Mais ce que j'ai aimé, c'est la réalisatrice a quand même réussi à s'approprier le film et sa mise en scène et la photographie, tout. Même la bande sonore qui est hyper impactante, moi qui m'a beaucoup marqué. J'écoute même limite le matin dans ma voiture en me disant... Ça me motive un peu, parce que du coup je suis toujours la même bimbo que tout à l'heure. Et non, c'est pour toutes ces raisons-là, vraiment j'ai beaucoup aimé, et surtout j'ai trouvé ça grandiose
même la fin, la créature qu'on nous présente, arriver à y être attaché, à presque me dire, en vrai, elle est un peu stylée, genre la robe et tout, super. Donc le masque. Non mais c'est ça, c'est presque à se dire, à être plus attaché à elle qu'au personnage très bimbo, très starlet qu'incarne Margaret. Et c'est 3 films en un, comme dirait Lazare. Il y a un film derrière ce film. Oui, exactement. Sa lecture. Dans The Substance, c'est complètement prenant et le propos, les 3 personnages entre guillemets, se rejoignent parfaitement dans un propos qui est évidemment encore plus actuel quand on voit encore récemment évidemment les réactions sur Miss France dernièrement. Mais bon, Florian, alors toi tu as regardé Miss France? Non, t'inquiète, je t'interroge pas là-dessus. Jean-Pierre Foucault. Mais ce côté très graphique, par contre, ça je sais que toi t'aimes particulièrement. Ouais, j'aime bien le gore, mais ça dépend le style. Mais là, dans ce style-là, j'ai absolument adoré. En fait, ce que j'ai adoré dans le film, c'est le malaise que ça provoque constamment. En fait, c'est par le montage, par les effets de style, par les références et tout. Et, enfin, on parle souvent de La Mouche, on parle souvent de Kubrick, etc. Personnellement, moi, ça m'a beaucoup rappelé Vidéodrome. Parce que Vidéodrome, je l'avais revu en plus juste un peu avant et ça m'avait vraiment bouleversé dans le côté très glauque, on a l'impression que l'image elle a un effet très presque pulsatoire en fait sur le cerveau, etc. Quelque chose de très étrange. Et là en fait c'était la même chose. Le film franchement ça devenait plus j'avançais dedans, plus c'était effrayant. Je me disais mais qu'est-ce qui va se passer? Je savais pas à quoi m'attendre du tout. Et le fait que ça va jusqu'au bout de son propos, qu'elle pousse le truc vraiment au bout de son idée, voire même la dépasse, jusqu'à le final absolument incroyable où vraiment c'est le côté tout le système entier qui s'écroule dans le grotesque, dans le sanguinolent, dans l'absurdité, dans ce qui il y a plus rien à la fin, tout le monde s'en prend plein la gueule et c'est jubilatoire parce qu'en fait le film est en plus avec le sound design et tout, quand on voit ça dans une salle de cinéma, ça bouleverse complètement, ça retourne complètement les tripes. Et c'est exactement ce que devrait faire le cinéma de genre et le cinéma en général, quoi. De mon point de vue, des films qui me retournent comme ça, j'en vois pas souvent, quoi. Et évidemment, on se rejoint avec Zéphyr qui a pu voir le film puisque lorsqu'on avait fait l'ancien podcast, il fallait pas trop te spoiler puisque tu ne l'avais pas encore vu. Nous on l'avait vu en avant-première, pas toi. Et tu nous rejoins parfaitement, je crois, sur la vie. Et oui, j'avais dû quitter la salle d'enregistrement pendant l'enregistrement de la section sur The Substance. Mais maintenant que je l'ai vu, et je l'ai même vu 2 fois, une fois sur grand écran, une fois sur petit écran sur site de streaming, ce qui est un peu honteux, mais maintenant que je l'ai vu 2 fois, ouais, c'est vrai que ce truc-là que Coralie Farja a aussi, dont elle a vachement parlé en interview, d'aller hyper loin et d'aller dans sa direction à elle, de pas se laisser influencer par quoi que ce soit, en fait, de chercher les limites, c'est ça aussi que je trouvais intéressant dans le cinéma de genre, et puis aussi le cinéma de genre français qui a tendance à un peu des fois soit bider, soit choquer parce qu'il est trop bizarre, etc. Là, elle fait le bizarre, elle joue la carte du bizarre à 100%, et tout va ensemble en fait, que ce soit les gros plans, la musique dont tu parlais tout à l'heure, le côté qui pulse en fait. Ça va avec cette espèce de nausée globale qui a des personnages qui se prennent une violence complètement incommensurable dans la tête. Et encore, j'ai trouvé que la violence était pas si incommensurable qu'on le dit, parce qu'il n'y a pas la vraie violence du vrai patriarcat. Tu vois, c'est une image du patriarcat qui est un peu déformée par Coralie Farja ou minimisée entre guillemets parce qu'on n'a pas le temps assez de la voir. Mais au-delà de la violence des corps, il y a un vrai message qui est assez fabuleux aussi, qui est assez touchant. Je pense que à chaque fois que tu parles de ce film à quelqu'un, il va te dire que ça l'a touché, que ce soit de façon consentie ou pas. Mais donc voilà, ouais, je l'ai trouvé super aussi et ça m'a donné envie de le remater. Et c'est pas du tout. Faut que tout le monde le remate une deuxième fois après l'avoir vu une première fois, quoi. Qu'on soit choqué ou non, puisqu'en soi le propos est vraiment universel, surtout dans cette fin, comme on a dit, évidemment grotesque, mais en même temps qui va sur une certaine poésie, évidemment, avec ses nuances et encore une fois d'absurde. Joshua, en parlant d'absurde, t'as un avis absurde sur le film? Ah bah non, mais moi aussi je suis 100% d'accord avec vous, c'est
C'est un des meilleurs films de cette année. Et je dirais pas grotesque, je dirais plutôt guignolesque la fin, parce que c'est vraiment... Oui, tu nous fais des synonymes, quoi. Non, parce que grotesque, c'est quand même un peu péjoratif, alors que guignolesque, c'est amélioratif. C'est toi qui le dis, après. Bah, t'es grotesque, t'es content. Allez, c'est là où on en arrive, hein. C'est cette haine en toi. Exactement. Non, et puis c'est vrai que ça fait du bien, en fait, un film qui a presque un lâcher-prise autant sur le gore, parce que c'est vrai que la grande mode du film d'horreur, c'était un peu le film A24 dans les festivals, très dans la retenue, dans le symbolisme. Et là, elle lâche les chiens, elle a pas peur d'en foutre partout sur les murs. Mais je trouve aussi, c'est Demi Moore, c'est assez incroyable de l'avoir dans un film comme ça, en fait. Elle a jamais trop fait de film d'horreur, et l'image qu'on a de Demi Moore, c'est presque des téléfilms de Noël, tu vois, c'est un super casting parce que c'est une actrice un peu passée de mode pour nous, en tout cas les occidentaux. Je sais pas si elle représente encore quelque chose à Hollywood. Et fait plein de scènes de nu alors qu'elle a 60 ans. Enfin, pour une réalisatrice dont c'est le premier film en langue anglaise, qui est un film qui a pas vraiment marché, de s'être donné corps et âme dans ce film, je trouve ça super de la part de Demi Moore. Et moi, notamment, je trouve peut-être même la meilleure scène, celle qui fait la plus mal à voir au final, c'est la seule scène qui n'est pas gore du film. C'est la scène de Demi Moore qui voit son reflet quand elle veut aller à son date et qu'elle se remaquille parce qu'elle se trouve jamais assez belle. Parce qu'elle ne se trouve pas belle à cause de l'oppression du corps de Margaret Qualley. Et j'ai une amie fille qui m'a dit que elle, ce qui l'a terrifié le plus, en fait, c'était le corps de Margaret Qualley qui lui a même créé un peu des troubles, notamment sa poitrine qui est bien trop parfaite. Et c'est aussi un peu ça le message du film, c'est dans le monde actuel, le corps de Margaret Qualley n'est pas parfait. On doit lui mettre une prothèse de sein parce que Margaret Qualley, vous regardez, elle est pas très belle, elle a une petite poitrine. Et je sais qu'elle avait... C'est une amie qui m'a dit, moi, le plus gros complexe du film, c'était vraiment Margaret Qualley, genre, sa poitrine, comment on peut avoir, si je dis ces mots, des seins aussi gros, des si petits tétons parfaits. Excusez-moi, je ferme les gars. Oui, une fameuse amie. Oui. Je comprends mieux. Elle est là, juste là, dans la caravane. Bizarrement, il a pointé rien du tout. Mais c'est ça qui est fou, en fait. C'est aussi jouer avec la représentation du corps qui est censée, en tout cas pour nous les hommes spectateurs, nous exciter. Et en fait, elle en fout partout, que ça en devient même presque répulsif, notamment avec la fameuse scène de Pump It de Margaret Qualley où t'as des zooms sur ses fesses, mais limite ça va te sortir de l'écran, t'en peux plus, c'est d'une vulgarité. Et elle arrive à te retourner en fait toute cette image d'idéalisation du corps, mais à t'en faire vomir quasiment, je trouve c'est du grand art. Dans ce cas-là, on en remet une couche. Ce soir, j'ai préparé des bouquets de dames. C'est fin, ça se mange sans fin. Et on expire chacun. Voilà, ça fait du bien, un petit peu de sport. Merci beaucoup Zéphyr pour cette représentation sportive. Tout de suite après Paul Pibot, il nous a montré sa petite choré. Incroyable, vraiment que tu la connaisses par cœur, ça, c'est affolant. Comme quoi, c'est peut-être ton top 1. Mais nous, le top 1 dont on n'est pas filmé, c'est pas Fortnite évidemment, c'est Furiosa. Whatever you have to do. However long it takes. Promise me you'll find your way home. Furiosa. Elle a très bien dit. Et voilà, bon, évidemment, le Cinéma Luxe ne pouvait pas passer à côté de ce film puisqu'il y a eu une nuit Mad Max autour justement de cette sortie. On a tous été plus qu'enjoués de voir la suite de George Miller, de se dire encore une fois que c'était un génie des films d'action, que c'était encore une fois un film jubilatoire, qu'il nous avait marqué. Là-dessus, je ne dis pas de bêtises, Joshua, je pense qu'on s'en est pris une belle claque et ça fait du bien de voir ce genre de film. Ah, en effet. Tous les jours. Tous les jours, je pourrais en manger si seulement... Avec ton ami. Avec mon ami presque imaginaire. Oui, presque. C'est bien de le dire, presque. Non, mais c'est vrai que revenir après 9 ans d'attente, après Fury Road, qui nous avait tous mis encore une fois une claque parce qu'on ne l'attendait pas. Surtout, George Miller n'avait pas fait de film depuis Happy Feet 2. Donc, est-ce qu'il savait encore tenir la caméra? Quel film, Happy Feet 2? Mais Happy Feet, c'est top. Et il ne faut pas oublier que l'ouverture de Furiosa... C'est le pied, Happy Feet. Applaudissements, s'il vous plaît, là-dessus. Merci beaucoup, c'est le pied. Marion, arrête de faire des pouces vers le bas. T'adores mes blagues.
Arrête, s'il te plaît, quand même. Me fais pas de choses comme ça. Oui, excuse-moi, Joshua. C'est toi, normalement, les jeux de mots en plus. Mais en plus, ce qui est top, c'est qu'il cite l'ouverture de Furiosa est la même que Happy Feet. C'est vraiment presque un film testamentaire où George Miller cite tous ses films, littéralement. C'est ça qui est génial. Happy Feet. Bah, c'est le top 1 ever en fait. Non, on parle juste d'Happy Feet. J'ai l'impression qu'avec toi, plus on y va, plus on va parler de pingouins, donc on va se calmer quand même. Florian, ramène-nous un petit peu dans le désert, s'il te plaît. Furiosa, tu as adoré ? Oui, j'ai vraiment adoré, mais beaucoup plus que Fury Road en plus, parce que j'étais pas du genre à considérer Fury Road comme le chef-d'œuvre que tout le monde disait. J'avoue que ça m'avait un peu platement ennuyé. Oula. Mais c'est top là. Mais plus de compliments. Non, mais c'était très bien quand même. Hein, en plus, je l'ai revu avant Furiosa, donc c'est vraiment très bien. Mais j'avais besoin de plus de substance dans les personnages, dans le texte, dans quelque chose. Ça me manquait d'un petit truc en fait. Et c'est ce que Furiosa m'a proposé en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment une fresque complètement dingue de. Enfin, ça dure, je sais plus, ça dure combien de temps ? 2h30 un peu plus de 2 heures, oui. Et on voit pas le temps passer, en fait. C'est absolument, ça file comme rien. C'est fascinant à regarder. Il y a des plans qui m'ont complètement subjugué par leur composition, par leur beauté, par tout ce que Miller est capable de faire avec finalement assez peu, en fait, parce que, enfin, quand tu te retrouves avec un désert, va réussir à faire une mise en scène originale avec un désert, bah pourtant il arrive à faire quelque chose de marquant, enfin bref, c'est vraiment très réussi, mais surtout le personnage de Furiosa a vraiment une substance, vraiment quelque chose de plus que je n'avais pas moi en tout cas dans Fury Road, et ça m'a permis de vraiment me plonger totalement dedans. Ça m'a rappelé en fait c'est un peu le meilleur des deux mondes entre ce qu'on avait avec Mad Max et Mad Max 2. Bah là en fait moi j'avais l'impression, c'est pareil, Mad Max 2 pour le coup je trouvais que ça parlait trop, alors que Mad Max 1 j'aimais bien le fait que ce soit très direct. Bah là du coup en fait moi ça m'a donné l'impression que c'est un peu un mariage des deux, et en fait ça coule tout seul, c'est super, même si des fois certains diront qu'il y a peut-être un peu trop de VFX, que c'est un peu trop numérique, je ne sais pas. Fury Road avait reçu les mêmes critiques, et pour autant la postérité est encore ici. Voilà, ouais. Donc la création d'un mythe, la création d'une saga surtout encore qui perdure et qui restera à mon avis encore des décennies grâce à Furiosa. Seb, là-dessus on se rejoint. C'est vraiment très très bien Furiosa. Je reviens un petit peu sur les VFX, et effectivement je pense que si c'est un problème, c'est le problème de beaucoup de films américains, de blockbusters américains aujourd'hui, c'est que les films arrivent sur les écrans pas totalement finis. Et dans le cas de Furiosa, je pense qu'effectivement le film n'a pas marché, en partie à cause de ça, et en partie à cause du fait que les studios communiquent à partir de films dont les effets sont pas finis, sont pas finalisés, et donc c'est pas forcément toujours très réussi, très beau. Et donc ça donne une mauvaise première impression sur le film. Et ce qui est hyper paradoxal, c'est que le film a été quand même un gros bide. Le film a jamais démarré. C'est pas comme certains films qui démarrent très très fort et puis s'écroulent en fait très très vite parce que le bouche à oreille est pas bon. Non, là c'est l'inverse, c'est-à-dire que le film a débuté très très faiblement. Il a jamais décollé, mais par contre les retours sont très très bons. Moi je connais plein de gens qui sont retournés voir le film une deuxième fois, et effectivement s'il y a une vraie incompréhension autour du fait que a priori le grand public avait pas envie de voir Furiosa, avait pas envie de voir ce Furiosa là. Alors effectivement George Miller il prend un petit peu le rebours de Fury Road, qui était effectivement une espèce de ride pendant 2 heures qui s'arrêtait pas, une histoire qui était très condensée dans le temps. Là, c'est une espèce d'épopée sur une dizaine d'années, avec effectivement un personnage principal qui change, qui évolue d'ailleurs de façon très étonnante, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à savoir à quel moment c'est la jeune actrice qui s'efface pour laisser place à Anya Taylor-Joy. Ça, c'est très très étonnant. Alors, c'est dû au fait qu'elle est en partie masquée, mais il y a vraiment des idées, effectivement, au-delà des scènes d'action qui sont phénoménales. Il y a vraiment plein d'idées sur la façon de raconter, sur la façon effectivement d'inclure ça dans on va dire dans la mythologie un petit peu plus largement Mad Max, et dans cette espèce, voilà, c'est vraiment
Moi, je pense que c'est effectivement des très très beaux films de l'année. C'est sans doute le meilleur blockbuster de l'année, c'est sûr. De ces dernières années, ça se mesure. Mais vraiment, ouais, c'est vraiment un film. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir en salle, c'est vraiment dommage pour vous. Mais essayez de le rattraper pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Puisqu'il est actuellement disponible en SVOD de toute façon, mais à mon avis qui va ressortir comme Fury Road de nombreuses fois dans des cinémas et certainement au luxe. Je me fais pas trop de soucis là-dessus, en tous les cas, je croise les doigts. Alors comme c'est un top 1, voilà, on aime bien aussi tout de même ces petits débats, ces petits moments friction. Là, décidément, Aline, je pense que tu es montée très haut en termes de star. Tu vas encore monter très haut par la suite, mais il faut ce petit moment de chute avant justement ce climax de ta part. Tu n'as pas forcément particulièrement apprécié Furiosa. Non, alors en effet, après, tout ce que vous avez dit, je suis assez d'accord quand même sur la qualité du film, la qualité des effets, la force de proposition des scènes d'action, etc. Ça, je ne le remets pas en doute. Je pense juste que c'est un cinéma qui me touche pas particulièrement, ni même l'univers Mad Max en fait en lui-même. Je suis passée un peu à côté. Pourtant, il y a d'autres univers j'ai pas envie de comparer l'incomparable, mais des univers comme des Matrix ou plus récemment les Dunes de Denis Villeneuve, des choses qui tirent vers la fiction, qui me touchent particulièrement. Là, j'avoue, l'univers Mad Max, c'est pas vraiment mon truc. Je suis pas le public, je pense. J'ai pas été touchée. Pour moi, il y a pas le message particulier. Enfin, les scènes d'action, oui, super, mais après. Enfin, c'est un peu le ressenti que j'ai eu. Et pourtant, j'y suis quand même allée sans, je vais le dire, j'ai pas vu Fury Road. Donc, voilà. Donc, j'y suis allée parce que j'ai un entourage qui adore Mad Max. Ayant un abonnement, je me suis allée. Peut-être que ça me donnait le goût, justement, vu que je suis passée à côté. Et j'ai toujours pas vu Fury Road. Voilà. Et tu veux pas le voir? Tu veux pas le rattraper? En vrai, vous m'avez donné un petit peu envie. Je vais me faire. Voilà, c'est la suite, du coup. Voilà, j'ai pas envie de mourir bête, mais voilà. Non, on va pas dire ça quand même, tout de même. Écoutez, merci beaucoup pour ce top 5 présenté et évidemment ce top 1 Furiosa que là, on vous présente comme un immanquable. Pauvre type, espèce de con, t'es vraiment rien qu'une merde. Toujours destiné à ma personne, Marion. Merci beaucoup pour cet audio. Merci évidemment à cette équipe de choc qui a présenté ce top 5 avec des débats autour de chaque film. Quand même, c'était impressionnant. Merci beaucoup à cette équipe que j'aimerais applaudir en général puisqu'ils ne sont pas tous là. Évidemment, voilà, je remercie Raphaël qui a dû partir, je remercie Emma, je remercie Lily, je remercie Zéphyr, je remercie Marion à la régie. C'était, voilà, on peut l'applaudir évidemment, les deux à la régie. Merci, public. Merci. Alors, à la fin de l'émission, on aime bien voilà, on va passer une petite pastille. C'est la question de l'auditeur. Alors, la question de l'auditeur, Marion, quelle est-elle Ah oui, alors j'ai récupéré toutes les questions de tous les auditeurs et j'ai pris la meilleure. Donc, ils veulent savoir ce que tu as fait de l'argent du RN. Alors, oui, c'est une bonne question parce que évidemment avec les alors voilà, spoiler alerte, c'est le moment d'arriver à ce moment. Désolé, nous n'avons pas de réel lien avec le RN. Désolé, je me doute évidemment que au vu des scandales qui se sont passés récemment, etc. On a envie de se dire où est cet argent. On espère aussi l'avoir potentiellement, d'ailleurs pour les aides à la radio. Mais apparemment il est parti, il est envolé. C'est désolé, on a déçu des gens parce qu'on sait qu'on n'est pas filmé et écouté par rapport à certaines personnes et certaines communautés. On vous a fait mal aujourd'hui et je m'en excuse avec ce petit pansement. Alors oui, Marion ? Oui, donc la question subsidiaire de tous les auditeurs, ça veut dire que il est où mon salaire à moi donc, oui, alors merci beaucoup Joshua pour cette émission et ces chroniques. Super. C'était touchant aussi de ton côté. Bah merci, j'espère qu'on va reparler vite d'Happy Feet. Oui, et puis de tes amis imaginaires pour parler de certaines femmes. Apparemment, on va pas aller sur certains sujets avec toi. J'ai l'impression, faut pas développer plus longtemps. Merci beaucoup, Florian, aussi la star. Ah, la star, quelle star. Malgré moi. Malgré tout. Oh là là, je ne suis pas un héros, Daniel Balavoine, évidemment, Florian. Merci beaucoup. Notre chouchou, évidemment, Seb. Quelle prestance à chaque fois. Merci. On t'adore, évidemment, tout le monde le dit. Ah bah, encore une fois, un auditeur inconnu qui s'appelle J. Bardella, qui nous dit il me manque tellement, mon petit bébé. Ah bon, bah écoutez, c'est peut-être un peu plus personnel qu'on ne le pense. Il travaille vraiment pas beaucoup. Non. Il a vraiment que ça à faire. Et c'est pour ça qu'on se demande où est l'argent, hein, très très vite. Nous avons aussi Aline. Merci beaucoup, Aline. Merci à vous. Évidemment.
Peut-être dernière émission dont n'est pas filmée, puisque techniquement après, tu vas partir sur d'autres pistes, tu vas partir sur d'autres stations. Oui, après, moi, je suis pas égoïste et moi, le BAPUP, j'ai l'habitude de m'y mélanger, donc je reviendrai peut-être. Ouais. C'est ça qui est fort avec toi, c'est que carrément. tu t'accroches aux associations. Ouais, je suis un cœur. Ouais. Oui, bon. Et on n'oublie pas Tiramisu, bientôt évidemment dans les bacs. Peut-être la prochaine émission. Je pourrais être dans le clip ? Ouais, on en parlera plus tard. Ouais. Ok, parce que moi je fais très bien les danses, j'ai un très bon coach, ouais, c'est Zéphyr aussi, je crois. Ah oui, Zéphyr, franchement là-dessus il m'a très bien coaché. On peut l'applaudir d'ailleurs, Zéphyr. Incroyable, Zéphyr. Oui. Merci pour tout. Oui, j'ai tout donné effectivement à la pause, là où personne ne pouvait me voir quand j'étais dans mon petit jardin secret. Ah bah franchement la séance sportive elle était incroyable, merci beaucoup. Merci, j'espère que ça a bien motivé les troupes. On peut te retrouver où d'ailleurs pour ces séances sportives ? Agrosport au Macumba et puis aussi à l'Orient Express à Caen si jamais vous passez, sûrement au bar ou au Pole Dance. Très bien, bah écoute, merci beaucoup. Merci encore une fois à Lily, merci encore une fois à Emma, merci Lenny évidemment pour la technique et pour sa petite folie. On est filmé, mais non Lenny, on n'est pas filmé. Cet entretien sera intégralement pas filmé.